quand je suis chez moi, je peux donner à mes enfants un Doliprane. Tant qu'infirmière, je peux pas. Alors que j'ai un diplôme et j'ai des compétences. Les seuls qui étaient en première ligne et qui allaient à domicile, c'est les infirmiers pendant le Covid. À chaque fois qu'il y a eu une loi, un décret pour faire évoluer la profession infirmière, les syndicats de médecins libéraux ont attaqué ces textes. Et grâce à cette loi, le métier infirmier est reconnu comme un métier à pénibilité. Et ça, c'est énorme. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. C'est une réforme historique. Elle touche 640 000 infirmiers et infirmières, rebat les cartes du parcours de soins et fait vaciller un modèle en place depuis 20 ans. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. On met de côté les témoignages pour décrypter une actualité brûlante, la loi infirmière. Parce que ce texte, en apparence technique, pourrait bien changer en profondeur notre système de santé. Votée en 2025, cette réforme entre dans sa phase concrète avec la publication des premiers décrets d'application. Consultation, diagnostic, prescription, accès direct, autant de notions qui jusque-là n'étaient pas officiellement reconnues dans les textes, mais qui deviennent désormais des missions à part entière pour la profession infirmière. Alors qu'est-ce que ça change vraiment ? Pourquoi cette loi arrive maintenant ? Pourquoi la profession infirmière a-t-elle été aussi peu reconnue pendant des années ? Et que va-t-elle transformer concrètement pour les soignants, les structures et les patients ? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Grégory Combe, juriste spécialisé en droit de la santé, ancien directeur adjoint de l'ordre infirmier, et il va nous livrer les coulisses de la loi, ses avancées, ses limites et surtout ses implications concrètes pour le terrain. Bonjour Grégory. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle bien sûr ensemble de cette réforme, de son origine, de ses résistances, parce que je sais qu'il y en a eu beaucoup, de son contenu et bien sûr des conséquences concrètes pour les infirmiers, les infirmières qui nous écoutent, mais aussi pour les patients. Alors avant toute chose, je vais te laisser te présenter. Merci en tout cas de me recevoir pour ce sujet qui est plus que majeur pour les patients, pour les soignants, mais surtout pour les patients. Alors moi, je suis juriste de formation, donc j'ai un master 2 droit de la santé de l'université de Toulouse, un Capitole. J'en profite, Toulouse, plus belle ville de France, tout le monde le sait. J'ai toujours travaillé dans le milieu de la santé. J'étais brancardier à côté de mes études de droit. J'étais secouriste pour les œuvres hospitalières d'Ordre de Malte. J'ai d'abord travaillé à l'hôpital en tant que responsable des affaires juridiques. J'ai travaillé pour diverses structures de santé. J'ai donc travaillé aussi pour l'Ordre national des infirmiers, pour lequel j'étais directeur national adjoint, où je m'occupais de divers sujets, mais notamment aussi en relation avec les élus des évolutions de la profession. Par la suite, j'ai aidé et travaillé avec différentes structures infirmières, le Collège infirmier français, le collectif des infirmières en colère, tout ce qui va toucher évidemment certaines spécialités, que ce soit les puéricultrices que je salue, les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc voilà, différentes structures, certaines hospitalières aussi, que j'aide et que j'ai soutenues, notamment dans le cadre du débat sur la loi. Donc un parcours riche. Pourquoi le droit de la santé ? Tu aurais pu faire juriste dans d'autres domaines ? Alors, en fait, le droit de la santé, effectivement, c'est pas obligatoirement ce qu'on choisit en premier. C'est comme souvent, pas le secteur le mieux rémunéré, je le dis clairement. La santé, à chaque fois, c'est le secteur le moins bien rémunéré, notamment en droit. J'ai choisi le droit de la santé parce que déjà, quand j'ai travaillé comme brancardier, je me suis rendu compte de ce qu'était la vraie vie. La vraie vie, le fait que les soignants étaient, notamment les infirmières et les infirmiers, particulièrement présents auprès des patients, mais aussi leurs difficultés de travailler, leur difficulté de déployer la totalité de leurs compétences face à un cadre juridique qui était
trop contraint. J'ai vécu j'étais à la clinique de l'Union, le drame de l'explosion de la ZF où j'étais brancardier ce jour-là et j'ai vu que dans un cas de catastrophe, les digues sautaient sur les compétences, sur, le fait qu'on pouvait travailler, aller plus loin et qu'on s'organisait, qu'au final, plusieurs personnels pouvaient déployer de grandes compétences, notamment les infirmiers, dans la gestion de grandes catastrophes. Par la suite, effectivement, j'ai fait mes études de droit et la santé ne m'a jamais quitté. J'ai eu la chance extraordinaire d'être stagiaire avec la juge d'instruction Marie-Odile Bertholat-Geoffroy, qui était la juge d'instruction sur l'affaire du sang contaminé et de l'amiante, et qui m'a renforcé dans l'envie de faire du droit de la santé. Elle m'a sorti cette phrase qui m'habite toujours aujourd'hui, c'est que les patients, quand ils ont tout perdu, il ne leur reste qu'une chose, il leur reste que leurs droits. Et en fait, il faut des gens pour défendre ces droits. Et donc, c'est pour ça que je suis allé dans le droit de la santé, pour défendre le droit de l'accès aux soins des patients. Et c'est pour ça que je perdure, même si c'est une matière qui est difficile, compliquée et peu reconnue, même au niveau universitaire. Ouais et puis c'est vrai que ce qu'on disait, quand on a préparé cet épisode ensemble, c'était qu'il y avait peu, en tout cas, de juristes spécialisés un petit peu dans les droits de la santé. Vous êtes pas très nombreux, du fait aussi peut-être alors bon, il y a le côté rémunération qui est bien sûr importante, mais je pense que c'est aussi un secteur qui était assez complexe et je pense qu'il y a peut-être pas énormément, voilà, de juristes qui aimeraient en tout cas, peut-être, voilà, toucher un peu la complexité de ce domaine. Alors, je vais aller en ce sens et alors je vais dire la fameuse phrase de juriste: «Tout ce que je dis n'engage que moi», dans le cadre de ce podcast. Mais en plus, dans le droit de la santé, il y a plusieurs, spécialisations, et clairement, quand moi j'ai décidé de travailler sur le sujet infirmier, on m'a dit: «Mais vraiment, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Parce que, ah, infirmier, vraiment», et donc déjà, on voit qu'on a une catégorisation de la profession, comme si travailler sur l'encadrement juridique du métier infirmier n'était pas noble. On dit: «Tu veux pas plutôt travailler sur le sujet des médecins? Ou, sur tout ce qui est, sur tout ce qui est pharmacie? C'est mieux, c'est plus noble». Moi, j'ai toujours voulu travailler sur le sujet infirmier. Alors évidemment, et je vais te dire en transparence, heu, ma mère est infirmière, et mon épouse est infirmière en pratique avancée. Donc évidemment, ça aide. Mais clairement, c'était un sujet qui m'a toujours intéressé parce que c'est 640 000 personnes qui sont à proximité directe du patient et qui ne pouvaient pas déployer leurs compétences. Et c'est ça, moi, qui m'a aussi intéressé là-dessus, c'est que je me suis dit: «Mais pourquoi en France, alors qu'on est un pays qui se vante de son système de santé, peut-être un peu moins ces derniers temps, on est en retard sur les autres pays?» Et pourquoi? Profession infirmière me dit, bah, moi, c'est le classique, c'est une infirmière qui me disait ça quand j'étais brancardier: «En tant que maman, quand je suis chez moi, je peux donner à mes enfants un Doliprane. En tant qu'infirmière, je peux pas. Alors que j'ai un diplôme et j'ai des compétences». Et là, j'ai trouvé que c'était une aberration. Ça m'a donné envie d'aller chercher pourquoi, juridiquement parlant, tout ça bloquait. Et alors justement, est-ce que tu as des pistes pour savoir pourquoi cette profession infirmière, elle est aussi peu reconnue? Alors peut-être déjà au niveau sociétal, mais aussi juridiquement. Moi, je sais que c'est un sujet que j'ai abordé, tu vois, dans pas mal d'épisodes. Moi, ça me fait penser à un épisode que j'avais fait avec Céline Troufardy, qui est cadre de santé et qui reprenait cette phrase parce que je l'ai justement beaucoup diffusé, cet extrait, qui disait: «Mais moi, je suis pas légitime, parce que je suis infirmière». C'est quoi en fait? C'est l'héritage religieux qu'il y avait derrière, parce que, les infirmières avant étaient bonnes sœurs, parce que c'est, plutôt un on va dire un milieu, plutôt féminin? Quelle est à ton avis, enfin voilà, les raisons, que cette profession a toujours été un peu entre guillemets «dévaluée»? Alors, en premier, il y a le cadre, le fait d'être dans la santé. Dans la santé, c'est tabou de parler de revalorisation. C'est tabou de parler, d'évolution. Clairement, c'est un sujet, la santé, on se dévoue, c'est une vocation et donc on n'a rien à demander. Et ça, c'est le premier problème, déjà global sur la santé. Ensuite, l'autre problématique qu'on a, c'est vrai que c'est une profession qui est majoritairement féminine et on va être clair, et c'est pour ça que j'ai dit que mes paroles n'engageaient que moi, pendant très longtemps, le patriarcat médical a empêché la profession infirmière d'évoluer. Je ne cible pas l'ensemble du corps médical, pas du tout, surtout qu'aujourd'hui, le corps médical se féminise, ce qui est une très, très bonne chose. Mais effectivement, il y a eu toujours ce côté-là. Et l'autre point, c'est l'organisation de la santé en France, qui était très médecin-centrée. Et moi, j'y vois vraiment ce que j'appelle on a dit le passé religieux, on va faire un petit passé religieux, le péché originel. Le péché originel, c'est le médecin traitant, porte d'entrée. Alors, je dis pas le médecin traitant, attention, le péché originel, je dis le médecin traitant, porte d'entrée. Je vais expliquer. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un système qui est, je simplifie au maximum,
très organisé autour du médecin et non pas autour du patient. C'est vraiment la problématique. Et il y a plus de 20 ans, on a déclaré qu'il fallait, pour rentrer dans ce système de santé, passer par un médecin qu'on labellisait, qui était le médecin traitant. C'était pas obligatoirement le médecin généraliste juridiquement, mais prioritairement le médecin généraliste. Et c'est lui qui ensuite allait nous orienter vers tel ou tel professionnel. Quand on prend la base de la loi, sur le médecin traitant référent et porte d'entrée, c'était vers les spécialités, donc les médecins spécialistes. Et au fur et à mesure, ça s'est agrandi sur l'ensemble des professionnels de santé. Et donc à partir de là, on a organisé tout un système en disant, il n'y a que eux qui peuvent être juges de savoir où va le patient. Déjà, pour moi, c'est une atteinte aux droits des patients, clairement. C'est celui qui est censé être juge de là où il va, c'est le patient. Et on avait le choix, soit c'est les urgences, soit c'est le médecin traitant. Et donc, vous ne pouvez pas aller voir l'infirmier. Et donc, pourquoi cette réforme? J'adore, alors je vais passer pour quelqu'un d'assez étrange. Moi, mon Netflix, c'est la chaîne parlementaire. J'adore regarder la chaîne parlementaire, ça me détend. J'adore aussi lire les débats parlementaires et les débats parlementaires anciens. Voilà, chacun ses petits hobbies un petit peu étranges. Et quand on reprend les débats sur le médecin traitant, au départ, on nous dit c'est pour fluidifier le parcours de soins, donc bah, échec. C'est pour limiter les dépenses de soins, échec aussi. Et surtout, c'était pour sauver le médecin généraliste, en disant les gens ne vont plus faire médecin généraliste, donc ça va redonner de l'intérêt au médecin généraliste. 20 ans après, on est encore en train d'essayer de sauver le médecin généraliste. Donc cette réforme n'a pas marché. Et derrière, le fait de faire cette partie-là et d'organiser tout un parcours de soins, c'est aller voir l'infirmier directement, n'était plus possible, parce que plus pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, on a cantonné le rôle infirmier à un rôle de soumission, ce qui est un véritable problème. Et ensuite, on va être très honnête aussi, c'est un sujet financier, parce que c'est souvent par le libéral, par un petit peu hospitalier, par le libéral que ça se passe, c'est que si vous faites évoluer la profession infirmière, si vous leur donnez, comme la loi actuelle l'a donné, de l'accès direct, la possibilité de faire une consultation, la possibilité de faire des prescriptions, vous n'avez plus à passer par le médecin traitant. Et c'est de la perte d'entrée d'argent pour le médecin traitant. Alors, tout ça est virtuel, parce que demain, la CNAM pourrait retravailler les financements, retravailler le financement du médecin traitant, pour ne plus l'orienter comme une porte d'entrée, comme un référent sur l'ensemble du parcours, et on serait sur quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, c'est ce qui a posé problème. Donc, on l'a vu au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a eu une loi, un décret pour faire évoluer la profession infirmière, les syndicats de médecins libéraux ont attaqué ces textes. L'ordre des médecins a aussi régulièrement attaqué ces textes. Je vais vous reprendre un exemple dernièrement, je vais te reprendre un exemple. L'infirmier référent, donc le fait d'avoir un infirmier libéral référent, ça a été attaqué. Le décret a été annulé pour une faute de procédure, donc pas sur le fond, ce qui veut dire que demain, le même décret pourrait être repris. Donc on a fait perdre du temps à des patients. Pourquoi? Parce que nous avons des syndicats qui n'acceptent pas cette évolution infirmière. Alors moi, je balaye très vite quand on me dit oui, mais comprenez, c'est pas sécurisé pour le patient. C'est faux. C'est faux. C'est de la fake news. L'ordre infirmier a d'ailleurs dû, à un moment, publier halte aux fake news. Et moi, je suis un petit peu surpris de voir des médecins qui se disent sur les réseaux sociaux pourfendeurs des fake news, faire des fake news sur les infirmiers. Les infirmiers et les infirmières, elles ont 3 ans de formation, les IPA 5. C'est une formation solide, toujours perfectible, qui peut être améliorée comme toutes les formations, comme les formations juridiques, comme les formations médicales, et qui vont leur donner une compétence donnée. Et derrière, il y a une peur. Il y a une peur, on dit tout le temps, oui, mais on veut remplacer le médecin par l'infirmier. Non, on veut replacer l'infirmier à sa juste place pour le patient. Et je vais donner une petite anecdote. Quand il y a eu le débat sur la loi pour les IPA, la deuxième loi RIST, l'évolution IPA, parce qu'il y en a eu une première qui a été faite, et c'est celle sur l'accès direct IPA. Quand il y a eu ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire des députés et des sénateurs qui se rencontrent pour trouver un consensus pour la loi. Le mot le plus prononcé, plus d'une 50aine de fois, c'est médecin. Le patient n'est prononcé que 28 fois. Donc, ce qui veut dire que quand on se réunit sur une loi qui ne concerne pas les médecins, sur l'accès aux soins, nos parlementaires se sont plus préoccupés de ne pas froisser les médecins que l'accès aux soins des patients. Et ça, c'est un vrai problème. Et ensuite, effectivement, il y a, et de façon très traditionnelle, le corps infirmier se dévalue et dit est-ce que je suis vraiment apte? Est-ce que je vais pouvoir faire? On voit d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un petit mouvement de grève là, de médecins en ce moment. Il y a, ce ne sont que des revendications purement médicales. On a 2 syndicats infirmiers, des syndicats qui sont non représentatifs, mais des syndicats infirmiers qui soutiennent ce mouvement, alors qu'il n'y a aucune revendication pour les infirmiers.
Pourquoi? Donc on a effectivement encore le côté un petit peu soumission, pardonnez-moi de le dire comme ça, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais on a aussi, d'un côté, le: «Je me dévalue, est-ce que sans le médecin, je peux faire des choses?» Et en fait, il faut réorienter cette relation. C'est pas sans le médecin, c'est pas assujetti au médecin, c'est avec le médecin, pour le patient. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. On est pour le patient. Et le deuxième point, moi, je travaille beaucoup sur l'aspect de reconnaissance. Il y a un auteur que je cite beaucoup, qui est Axel Honneth, qui travaille sur le phénomène de reconnaissance et qui dit qu'on se reconnaît avant de se connaître. Donc, l'image que nous envoie la société de nous-mêmes nous définit. Et comme on envoie cette image de la société, de l'infirmière qui va être soumise au corps médical et qui ne va pas être autonome, dans ce cas-là, ça pose problème. On le voit bien dans les fictions. Voilà, une petite anecdote sur mes activités annexes. Je suis critique séries télé et films pour la Minute Ciné. On le voit dans les fictions au séminaire le premier. L'infirmière n'a pas obligatoirement le rôle d'héroïne, le rôle mis en avant, le rôle autonome. Donc la fiction met aussi ce rôle-là. Je m'étais profondément énervé à l'époque contre une fiction que je ne vais pas nommer, qui était sur TF1 sur les infirmières, qui les mettait pareil à un rôle, soit d'objet, pardonnez-moi de le dire comme ça, soit d'objet de désir, soit un objet, ou c'était soit un objet de désir, soit une maman. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc tout ça, il va falloir le travailler. Et tout ça, il va falloir permettre à la profession infirmière d'avoir sa juste reconnaissance par rapport à ce qu'elle est, c'est-à-dire une profession autonome. C'est une profession à ordre, donc elle est autonome. Une profession scientifique, elle a la capacité de faire de la recherche, et une profession à haute technicité et surtout à haut humanisme, parce que c'est aussi son rôle, et c'est pour ça que c'est bien que les soins relationnels soient reconnus. Toi, ton rôle dans cette réforme qui, a mis, beaucoup de temps, on va dire, à voir le jour, ça a été dans quoi? Dans l'élaboration, dans l'accompagnement? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme infirmière, elle a été reportée régulièrement, sautée, on l'a dit, bloquée politiquement. Moi, j'ai d'abord travaillé sur ce sujet-là, avant même qu'on ait l'idée de réforme, à l'ordre infirmier, en soutien des élus et du Conseil national, qui, de toujours, l'ordre a toujours porté la demande de l'évolution de la profession infirmière. Quand on se demande à quoi sert l'ordre, alors, à beaucoup de choses, mais notamment à la promotion de la profession, c'est dans le cadre de ses missions, et donc, clairement, à pousser ce genre de choses. Alors, pour la petite anecdote, le Covid arrive et le confinement, et là, on voit enfin des possibilités dérogatoires pour les infirmiers d'avoir de l'autonomie. Mais c'est que de la dérogation. Là, on en a besoin, le Covid arrive, et on a besoin que les infirmiers puissent libérer leurs compétences. Je vais redire quelque chose de cash et qui n'engage que moi. Les seuls qui étaient en première ligne et qui allaient à domicile, c'est les infirmiers pendant le Covid. Alors que certains cabinets médicaux fermés, alors que certaines cliniques, contraintes aussi, hein, fermées, les seuls et en première ligne, c'est les infirmiers. Et je trouve que la France n'a pas assez reconnu le tribut payé par les infirmiers lors de la crise Covid. Ça, c'est vraiment un point qui, pour moi, est extrêmement important, parce que quand la crise Covid est arrivée, l'ordre a créé un mail hotline pour répondre aux infirmiers sur leurs questions pendant le Covid. À l'époque, on n'arrivait pas à descendre le nombre de mails tellement qu'il y en avait, parce que effectivement, c'est les infirmiers qui allaient au contact du patient, alors qu'on ne savait pas comment ça se transmettait, alors qu'on ne savait pas quels étaient les risques. Et les infirmiers, ils ont pas abandonné leurs patients, ils y sont allés. Donc, suite à ça, le gouvernement se dit bon ben, on va leur donner plus de compétences et plus d'autonomie, mais attention, s'il vous plaît, seulement en expérimentation. Parce qu'il ne faut pas non plus donner directement. Je me souviens surtout d'un cadre, alors, en plus c'est un peu d'actu avec les certificats de décès. On reçoit un appel, on dit on va vous donner la possibilité de faire un certificat de décès, mais vous faites le certificat de décès, mais c'est le médecin qui signe. Votre nom n'apparaît pas. C'est vous qui faites tout, et le médecin, au loin, sécurisé chez lui, il fait. On a refusé en disant bah, si l'infirmier fait et prend les risques, il fait jusqu'au bout. Et il peut constater la réalité du terrain, c'est que le certificat de décès, à part si c'est un décès complexe, compliqué, avec une possibilité de poursuite pénale, la plupart du temps, c'est l'infirmier qui remplissait le papier, de façon totalement illégale, mais qui le faisait. Donc en fait, on dit mais mettez quelque chose de juridique sur la réalité. Donc effectivement, petit à petit, il y a eu quelques petites évolutions. Est arrivé le Ségur de la santé. Donc là, à ce moment-là, l'ordre infirmier et le Conseil national, qui a énormément travaillé sur ce sujet-là, a été sollicité, non pas sur la partie financière, parce que c'est pas la mission de l'ordre, mais sur la partie profession. Et arrive, et ça, moi, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui a obtenu l'ordre. Olivier Véran, c'était en 2021, si je me souviens bien, déclare, dans les semaines qui arrivent, nous allons réformer la profession. C'est arrivé en 2025. Ça a mis plus que quelques semaines,
C'est là où ça va être intéressant. Donc effectivement, il déclare ça. Ensuite, évidemment, il y a les élections, il y a tout ce qu'on veut. C'est repris un petit peu partout. Le sujet infirmier devient un sujet politique. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien, parce que les partis politiques se sont emparés de ça et se sont dit, tiens, il y a quand même 640 000 voix à prendre. C'est pas rien. Et donc, quand on parlait réforme santé, la majorité des partis politiques se sont dit, on va pas parler que du médecin, on va parler aussi des infirmiers, ce qui est une très bonne chose. Derrière, effectivement, il y a le débat, le sujet infirmier avance. Et là, effectivement, moi, mon rôle a été d'accompagner, de pousser au maximum, en termes stratégiques, juridiques, et en accompagnement des décisions des politiques, des élus de l'ordre. C'est les élus de l'ordre qui décident qu'est-ce qu'ils vont porter. Effectivement, les administratifs le font. Moi, mon rôle, c'était d'aider à promouvoir tout ça. Et derrière, effectivement, on avance un petit peu. Moi, je pars sur d'autres missions professionnelles et là, j'en remercie parce que la profession infirmière est une profession qui est extrêmement reconnaissante. Plusieurs syndicats et plusieurs collectifs m'appellent en disant: «Bah, c'est dommage que tu quittes, la profession infirmière. Est-ce que tu acceptes de travailler, avec nous, heu, si un jour la loi infirmière sort?» Et donc j'ai accepté et j'ai travaillé pour le collectif des infirmières libérales en colère, pour le collège infirmier français, pour le SNPI, pour la NPDE, les puéricultrices, et pour le SNICS, qui est les infirmières de l'éducation nationale notamment, et d'autres structures autour du collège infirmier français qui regroupe énormément de structures. J'ai aussi par là même travaillé avec Isabelle Fromentin, et le CNPI. Et le cadre dans lequel j'ai travaillé, c'est à la fois les aider directement, mais aussi en termes scientifiques avec l'Institut Sapiens, pour lequel je suis juriste et expert en politique de santé, et où nous avons fait une grande contribution sur comment on envisageait cette future loi. J'ai fait plusieurs tribunes, j'ai rédigé et aidé à rédiger des tribunes aussi pour des structures infirmières, pour que la loi avance. Et donc, je suis passé d'un acteur salarié sur le sujet infirmier à un acteur de la vie civile, j'ai envie de dire, mais expert, qui pousse. Et ça m'a peut-être donné une plus grande assise. Parce que là, les gens se disaient, tiens, il continue à se battre pour la profession infirmière, mais il est plus officiellement rémunéré par un employeur pour ça. Donc, c'est qu'il y croit. Et on s'est battu. La loi a été construite grâce, en fait, quand il y a eu la déclaration d'Olivier Véran, il y a eu un travail qui a été fait avec le CNP infirmier et les syndicats autour du CNP infirmier pour faire une première mouture. Il faut saluer parce que le travail a été excellent, de longue haleine, et c'était une très, très belle chose. Ce texte, il était fait notamment, on a eu un gros travail avec les ministres successifs, et moi je tiens à saluer euh, monsieur Valtou et son cabinet, notamment Cédric Arcos, qui ont énormément travaillé pour l'évolution infirmière et qui n'ont rien lâché. Malheureusement, il y a eu une petite dissolution entre-temps. Il y a eu plusieurs changements de gouvernement. On n'a jamais eu autant de ministres de la Santé, donc une vraie instabilité. Et c'est là où je salue aussi les équipes de la DGOS qui, malgré des changements réguliers de patron, ont continué à bosser sur le sujet. C'est pas simple du tout. Je pense notamment à Brigitte Feuillebois et à Romain Béguet que je salue. Et derrière, on arrive avec un texte qui finalement, des travaux qui ont été faits avec une grande concertation et une reprise de ces travaux par Frédéric Valtou, devenu député, redevenu député puis ministre et en charge de la commission des affaires sociales, de Madame Dubré-Chirat pour l'Assemblée nationale, de Jean Sol et de Anne-Sophie Romani pour le Sénat, et qui reprennent cette loi, qui la déposent et qui vont la gérer au niveau parlementaire. Là, la première mouture, elle est intéressante. Elle redéfinit la profession infirmière et on pourra rentrer en détail sur ce qu'elle apporte, mais il lui manque des trucs. Il lui manque des choses, il lui manque l'accès direct, il lui manque la reconnaissance de l'orientation et de la coordination, il lui manque la pénibilité, il lui manque la reconnaissance financière, il lui manque une petite précision sur les soins relationnels, sur les soins éducatifs, et les infirmières de l'éducation nationale m'en voudraient si je ne le disais pas, la vraie reconnaissance des infirmières de l'éducation nationale. Donc c'est là où il y a un autre travail qui se fait. Moi, j'ai rédigé avec les experts de l'Institut Sapiens un avis en disant voilà ce qu'on pense qu'il faudrait dans cette loi. Et les structures infirmières se sont emparées de cet avis. D'ailleurs, il y a certains amendements qui le citent, et ont constitué des propositions d'amendements ou des propositions de rédaction. Ils sont allés voir les députés, les sénateurs, pour porter ça. Les structures que je vous ai citées, que je t'ai citées, je les ai particulièrement accompagnées. Et effectivement, elles ont obtenu cet amendement que moi je juge cruciaux pour la profession infirmière, dont l'accès direct. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette loi, elle est chorale. C'est toute la profession qui s'est emparée et qui s'est rendue compte de son impact politique.
Et je vais aller plus loin. Moi, j'espère que cette loi, elle a fait prendre conscience que derrière, les infirmières et les infirmiers doivent avoir un rôle de premier plan en politique. Parce qu'aujourd'hui, des infirmières et des infirmiers, quand ils vont en politique, ce sont des suppléants, c'est pas des titulaires. Ou ils sont dans les listes électorales, mais en bas, pas à des postes éligibles. Là, aujourd'hui, on verra si les partis sont vraiment inclusifs envers cette profession, s'ils les mettent à haut niveau. Pareil, on avait eu quelques infirmiers, on en a eu quelques infirmiers qui ont été élus, et à une époque, on les mettait pas dans la commission des affaires sociales, les sujets santé, on les mettait autre part. Comme si, alors que les médecins étaient toujours dans la commission des affaires sociales, comme s'ils n'étaient pas dignes. Donc, il faut saluer, par exemple, le fait que Nicole Dubreuil-Chahat, infirmière, a pu porter cette loi, elle a été présente, c'est une belle évolution. Jean Sol, infirmier aussi, et je le salue particulièrement, a porté beaucoup de choses. Et qui ne sont pas infirmiers, mais comme je l'ai dit, Frédéric Valtou et Anne-Sophie Ormani ont été des combattants très très forts du sujet infirmier. Derrière, dernier point là-dessus, sur cette loi, quand elle est votée, il y a eu des attaques pendant la loi. Il y a eu des gens qui ont voulu, je citerai toujours, des amendements pour supprimer le mot consultation diagnostic, parce que les infirmiers n'étaient pas dignes, selon eux. Par contre, ils portaient en même temps des amendements pour que les prescriptions à l'oral des médecins soient légales. Donc en fait, on te donne pas l'autonomie et on t'assujettit encore plus. Donc heureusement que les syndicats et collectifs infirmiers sont mobilisés pour dénoncer tout ça. Ah oui, parce Et que tu vois, je rebondis quand même sur la prescription orale. Moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi. C'est-à-dire que dans mes premières années d'exercice, c'était encore quelque chose qui existait. On appelait le médecin. Est-ce qu'on peut donner ça? Oui, c'est bon. Je signerai quand je reviens de ma tournée, etc. C'est quelque chose pour lequel les infirmiers se sont battus en disant que ce n'était plus possible. Euh, exact. et ça, c'est vrai que c'est fou de te dire qu'en 2025, c'est quand même un sujet qui est revenu sur la table. Alors c'est un sujet qui est revenu sur la table. Alors là, je reprends mon rôle de juriste. Je rappelle aux infirmières et aux infirmiers qui nous écouteront, l'écrit est votre meilleur ami. Faut tout écrit. En cas de contentieux, c'est l'écrit. Le témoignage, c'est moyen. L'écrit, c'est votre meilleur ami. Euh, et moi, j'ai souvent eu en début de carrière où les infirmiers me disaient oui, mais on me fait confiance. Si on me donne la prescription à l'oral, c'est parce qu'ils savent que je fais. Non, non, il n'y a pas tout ça. Une prescription, elle est écrite, signée, datée, sauf dans le cas de l'urgence évidemment. Donc, on y va. Et là, ce point-là, alors ce qui va être un petit peu intéressant, c'est que ces amendements-là, sur la prescription orale, ils ont été soutenus par le corps médical, mais ils ont été portés par certains, je ne les citerai pas, mais structures infirmières, les syndicats infirmiers. Donc ça veut dire qu'on est quand même encore un petit peu sur cette possibilité d'avoir des infirmiers qui disent mais est-ce que je suis digne? Parce que la prescription à l'oral et la rendre légale, ça voulait dire clairement on n'a pas cette autonomie et on est assujetti à la volonté orale et on n'a même pas de preuve pour se défendre si la prescription est pas bonne. Donc c'était grave ici. Et heureusement, Yannick Neuder a pris la parole. Et là, en tant que médecin, et c'est bien qu'il l'ait dit, que lui-même, en tant que médecin, il ne tolérait pas les prescriptions à l'oral. Et c'est très bien, il faut le remercier pour ça. C'est assez intéressant, tu vois, de voir un petit peu, bah, on va dire ce qui a pu bloquer aussi, cette réforme. Moi, je sais que, tu vois, les auditeurs qui nous écoutent vont, à mon avis, se poser une question, c'est: est-ce que pour faire partie, on va dire, de l'élaboration ou de l'accompagnement de cette réforme, faut-il appartenir, pardon, à une couleur politique? Ou est-ce Alors, que, je veux dire, toi ou toutes les personnes qui ont participé, que ce soit l'ordre, que ce soit certains syndicats, des collectifs, est-ce qu'ils ont une appartenance quelconque à une couleur politique? alors justement, c'est là où c'était formidable. On était à un moment très compliqué, politiquement parlant, enfin on l'est toujours, hein, mais un moment très compliqué où on était à la veille de la censure du gouvernement Barnier. Donc on avait des partis politiques qui se déchiraient. Et en même temps, on a une loi qui est votée à l'Assemblée, puis ensuite au Sénat, à l'unanimité de tous les partis. Donc ça veut dire que le sujet infirmier est un sujet d'union nationale. Les sujets santé peuvent être, quand ils sont bien traités, car et c'est pour ça que je remercie beaucoup les rapporteurs des lois, mais parce qu'ils ont su mettre un apaisement dans la discussion. Ils ont su apporter je dirais ce côté de, allez, on met de côté nos griefs. Là vraiment, la France, les Français et les Françaises ont besoin de cet accès aux soins. Et je pense que ce qui a uni tout le monde, c'est que c'est une loi pour les infirmiers, mais c'est avant tout une loi pour les patients. Et moi, c'est pour ça aussi que je la défends, parce que c'est une loi pour les patients. Et donc, politiquement parlant, les infirmiers sont allés parler à tous les partis. Alors certains ont fait le choix de ne pas aller parler aux partis extrêmes, d'autres ont fait le choix de leur parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont allés parler à tout le monde et qu'à la fin, il y a cette unanimité. Certains disent la loi
Il y a des trucs qu'on n'aurait pas voulu dedans, mais ça y est, tant pis, c'est tellement important et les infirmières et infirmiers attendent depuis tellement longtemps qu'on le fait. Et je vais même aller plus loin. Je vais prendre l'exemple des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et je vais donner une petite anecdote qui va faire sourire la présidente du SNICS, Safia, si elle l'entend, et je ne doute pas qu'elle entendra. C'est que quand on prépare la proposition d'amendement sur l'évolution de la profession, donc la reconnaissance en spécialité de, de la profession d'infirmière de l'éducation nationale, moi, je le rédige avec elle et je lui dis: «Non, mais ça passera jamais, c'est pas possible». Elle me dit: «Tu verras, ça passe». Et en fait, tous les partis, tous les groupes politiques ont porté cet amendement. Donc ça veut dire que, par exemple, sur une profession comme celle d'infirmière d'éducation nationale, il y a un accord, une concorde vraiment de l'ensemble de nos partis politiques pour dire: «Oui, il faut les reconnaître». Et c'est ça qui donne une force à cette loi. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on a encore certains, et je dis encore une fois, c'est une minorité de syndicats de médecins libéraux, parce que c'est surtout les libéraux qui disent c'est inadmissible, c'est compliqué, n'ont aucune légitimité à le dire. Pourquoi? Parce que là, ce sont les représentants du peuple, de façon unanime, qui ont dit il est légitime que la profession infirmière soit reconnue de façon plus grande, plus entière. Donc on reconnaît sa capacité universitaire, on reconnaît sa capacité de diagnostic, on reconnaît sa capacité à être essentielle pour la nation. C'est une unanimité, et en fait, ceux qui votent sont les représentants du peuple. Donc c'est-à-dire que le peuple français, par sa représentation, à l'unanimité, a dit que c'était légitime. Donc personne, aujourd'hui, n'a la légitimité pour contredire cette loi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai qu'on veut s'intéresser, on va dire, à qu'est-ce que ça va changer, tu vois, pour tous les infirmiers, que ce soit du public, du privé, des libéraux, des infirmiers de santé au travail, de l'éducation nationale et voilà, de tout secteur. Moi, j'aimerais juste que tu nous expliques très rapidement le déroulement, en fait, d'une réforme. Moi, ça a toujours été quelque chose de très flou. La loi, l'amendement, le décret, on en est où? Comment ça se construit? Alors, on a en France ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors c'est ce petit truc juridique, je simplifie, hein, mais en fait, en gros, on a la Constitution. Alors je vais pas entrer dans les débats avec le côté les traités internationaux, tout ça. On va rester franco-français sur le sujet. On a la Constitution française qui est notre socle. Ensuite, on a effectivement les lois, les règlements, décrets, arrêtés, et ensuite tout ce qui est négociation conventionnelle ou autre. Donc en fait, d'abord, on fait le socle, on fait la loi. Et la loi, ce sont donc les représentants du peuple, l'Assemblée nationale puis le Sénat, qui vont la voter. Une fois qu'elle est votée, elle va définir certaines choses de façon, c'est un peu comme un accord cadre, et elle va dire, par contre, tel point sera défini par décret, tel point sera défini par arrêté, et on va demander donc des précisions. Donc une fois que la loi est votée, elle va au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel, il vérifie si la loi est conforme. Alors, il n'y a pas obligatoirement de saisine du Conseil constitutionnel, je précise, mais elle vérifie, ça c'est dans le cadre classique d'une loi, si le Conseil constitutionnel est saisi, vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Je crois que pour la loi infirmière, il n'a pas été saisi, mais de toute façon, il n'y avait rien qui posait problème. Derrière, quand la loi sort, elle est publiée. À partir de là, on peut commencer à publier les décrets et les arrêtés. Le décret qui est sorti actuellement, qui est le décret infirmier, est un décret un peu socle, qui va définir la profession dans son ensemble, et qui va être un petit peu plus précis que la loi, mais pas la précision maximale. En plus, c'est un décret qui passe en Conseil d'État. C'est-à-dire que c'est un décret qui est travaillé par le ministère, en lien avec les structures infirmières, hein. La plupart des structures que je t'ai citées, et les syndicats représentatifs ont été saisis, ont donné leur avis. D'ailleurs, le décret a évolué entre-temps, parce que la première version ne satisfaisait pas, et la DGOS a retravaillé ce sujet-là et a redonné un décret qui satisfait tout le monde. D'ailleurs, ils l'ont travaillé dans un temps compliqué politique et dans un temps limité, donc bravo à la DGOS d'avoir réussi à sortir un tel texte aussi ambitieux en si peu de temps. C'était vu par le Conseil d'État, ça a été validé et ça a été publié. Derrière, maintenant, une fois qu'il est publié, on peut commencer à publier les arrêtés qui vont définir. Et donc, il y a 2 arrêtés qui sont très importants pour la profession infirmière, qui vont être l'arrêté des compétences et des missions. Donc, en fait, on va préciser en quoi consistent les missions, et ensuite, l'arrêté prescription. Quelles sont les prescriptions que pourront faire les infirmières et les infirmiers? Alors, il y a une particularité juridique, et je vais faire simple pour quelque chose d'un peu compliqué. La profession infirmière, c'était une profession à acte.
C'est-à-dire qu'on faisait une liste avant d'actes en disant, voilà ce que l'infirmier peut faire. Tout ce qui est pas dans les actes, l'infirmier ne peut pas faire. Il y a eu cette volonté, portée par l'ordre infirmier, de passer d'une profession d'acte à une profession à mission. Et il fallait obligatoirement une loi, parce que c'est ce qu'on appelle les articles en L et les articles en R dans le code. Les articles en L, c'est des articles qui viennent de la loi, les articles en R, c'est ceux qui viennent des décrets, je simplifie au max. Hein. Et en fait, il y avait un article en L qui disait que la profession infirmière était une profession à acte, donc il fallait une loi, obligatoirement. Et ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Valteau et Nicole Dibrechat, ils ont voulu aller plus loin, en disant on va pas juste faire une loi en disant c'est en mission et on va faire, on va mettre des missions dedans et on va les définir, on va mettre pas mal de choses pour aussi un petit peu obliger le gouvernement à préciser les choses. Derrière, ça veut dire quoi une profession à mission? C'est en fait, au lieu d'avoir une liste d'actes, normalement, et il y a tout un débat actuel, on est vraiment dans l'actualité brûlante, c'est l'arrêté qui est censé sortir, c'est censé être un arrêté où il y aura marqué telle mission, ça consiste à quoi? L'éducation thérapeutique, prévention par un infirmier, ça consiste en quoi? Et on n'est pas censé lister les actes. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à ça et qui se disent mais si on liste pas les actes, on précise pas, on peut nous dévaluer, nous donner moins de choses. Alors c'est pas du tout une obligation de le faire, mais par exemple, le gouvernement pourrait faire une option entre les deux et faire la définition de la mission et mettre le fameux mot notamment et en disant cette mission comprend notamment, ça veut dire c'est pas une liste exhaustive, tous les actes suivants et donner des exemples d'actes. Ça serait des exemples qui pourraient rassurer, ça pourrait être une des solutions juridiques envisageables. Donc les arrêtés sortent. Ensuite, effectivement, on va avoir les modifications parce qu'il y en a eu sur la pratique avancée, sur les spécialités en pratique avancée, sur la spécialité qui n'est pas en pratique avancée. On pourra en revenir d'ailleurs là-dessus sur la nouvelle gradation des soins infirmiers. Et une fois que tout ça est sorti, parce que beaucoup on dit mais quid de l'argent? Vous avez fait une nouvelle loi infirmière, on a des nouvelles compétences, il n'y a pas d'argent, c'est pas bien, nous on veut de l'argent. Et ce qui est totalement légitime, la profession infirmière est extrêmement mal payée, et c'est d'ailleurs une aberration de la part de notre État d'aussi mal payer la profession infirmière et d'aussi peu reconnaître sa pénibilité. Alors c'est là déjà, il y a quelque chose d'intéressant dans la loi, c'est le grand 3 de l'article 1. Le grand 3 de l'article 1, il a été porté notamment par le collectif des infirmières en colère. Il dit que à la publication de cette loi, puis des textes qui vont sortir, il doit y avoir une renégociation financière obligatoire sur les missions et sur les actes. Et a été rajouté par la sénatrice Micouleau, je la cite parce que c'est une sénatrice de Toulouse et que Toulouse est toujours la plus belle ville de France, par la sénatrice Micouleau, la reconnaissance de la pénibilité. Donc c'est-à-dire que dans cette prise en compte de la rémunération, doit être pris en compte la pénibilité du métier infirmier. Et grâce à cette loi, le métier infirmier est reconnu comme un métier à pénibilité. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On se rend peu compte de la portée de ce grand 3. D'ailleurs, c'est un grand 3 qui, au départ, n'avait pas trop l'avis favorable du gouvernement. Mais suite à la discussion, suite à l'échange parlementaire, le gouvernement dit bon, ok, on y va. Donc maintenant, une fois que les décrets arrêtés sont sortis et qu'on sait quel est le cadre, c'est là où on négocie. Et on est toujours dans cette pyramide, on est descendu. Donc d'abord, constitution, loi, règlement et les négociations. Et donc en fait, on est dans le bon tempo. Si on fait les négociations avant d'avoir les nouveaux textes, ça marche pas. Alors, on peut très bien me dire qu'on aurait pu réévaluer avant. Oui, clairement. Mais aujourd'hui, avec cette loi qui est sortie, c'est ce tempo-là. Donc, effectivement, ceux qui disent, et je comprends, hein, parce que, encore une fois, les salaires sont bas, et j'attire l'attention parce qu'on parle beaucoup du libéral, et effectivement, le libéral doit être reconnu, c'est pénible, c'est dur, mais on ne parle pas assez des salaires à l'hôpital, qui sont catastrophiques. Voilà. Et moi, je le redis encore, les salaires à les grilles sont catastrophiques. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que sur le libéral, la CNAM doit obligatoirement prendre en compte cette loi point par point et réévaluer point par point. Elle ne peut pas dire ça, je ne le traite pas. Elle est obligée, d'après la loi. Et pour les établissements de santé, ça veut dire que les fédérations représentant les établissements de santé et les syndicats représentant les professionnels peuvent s'emparer de cette loi et de ce grand 3 de l'article 1 et dire dans les prochains tarifs hospitaliers, il faut obligatoirement une enveloppe tracée pour une meilleure rémunération des infirmiers et uniquement des infirmiers. Voilà. Et ça, je le dis, je le centre. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui s'est passé pendant le Ségur. Au départ, ça devait être que les soignants. Et l'enveloppe qui avait été donnée que pour les soignants a été en fait étirée à d'autres professionnels qui n'étaient pas en lien direct avec les patients. Et donc, il y a eu moins d'argent pour les soignants. Là, aujourd'hui, ce que prévoit la loi, c'est les infirmiers. C'est une enveloppe qui doit être donnée que pour les infirmiers. Après, l'État peut, dans sa grande générosité, revaloriser d'autres personnes, mais il n'en a pas l'obligation.
il y en a l'obligation pour les infirmiers. Donc voilà un petit peu la hiérarchie, voilà comment ça va se passer. Et il faut être vigilant parce que, encore une fois, il y a pas d'acquis. Heu, donc il faut être vigilant sur la sortie des textes, il faut être vigilant sur les changements de politique, il faut être vigilant sur tout. Et il faut pas hésiter à dire si les textes ne vont pas. Mais il faut aussi saluer quand ils vont. Et le décret qui est sorti, il est ambitieux, respectueux de la loi, parfaitement, hein, il est totalement conforme à la loi, et il donne enfin une vraie reconnaissance. Donc là, on est bien d'accord, si j'ai bien compris, le décret qui est sorti donc le 26 décembre, hein, c'est bien C'est ça? ça, Lui, celui-ci, il est, on va dire, applicable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur ce décret? c'est ça. Alors il peut y avoir demain un gouvernement Oui. anti, infirmier qui dit, «Je le supprime et on n'applique plus». Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que la profession infirmière, elle se retrouve sans cadre, donc mon travail. C'est aussi pour ça qu'il était très important que cette loi soit assez bavarde et définisse les missions et la consultation et tout ça. C'est pour ça qu'il y a une définition de la consultation dans la loi, parce que derrière, ça veut dire que si on veut modifier le cadre, il faut aller modifier la loi et ça, on ne fait pas comme on veut. Alors justement, on rentre dans le décret. Aujourd'hui, moi j'ai entendu énormément de choses. La consultation infirmière, le diagnostic infirmier, la prescription produits, examens, un accès direct pour les patients. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Toujours pareil, de manière assez simplifiée pour qu'on comprenne, pour des infirmiers en établissement, donc salariés, et pour des infirmiers libéraux. Alors, je vais mettre un petit peu de politique sur l'accès direct, mais je vais le faire très simple. En fait, l'accès direct, c'est le fait qu'un patient puisse aller voir directement un infirmier, et que cet infirmier puisse le prendre en charge et que cet acte soit pris en charge par la sécu, en gros. Alors, en fait, l'accès direct infirmier, il était toujours possible parce que l'infirmier a un rôle propre. Son rôle propre, c'est le rôle qu'il peut faire sans prescription. Mais depuis le médecin traitant porte d'entrée, la CNAM, sans base légale, hein, je précise, ne prenait plus en charge cet accès direct infirmier. Et effectivement, très rapidement, dans les mœurs, on s'est dit, ben, finalement, on peut pas aller voir l'infirmier directement parce que bah, c'est pas possible. Et donc, en fait, le législateur, d'ailleurs le sénateur Jean Sol, lors des débats, le précise, dit: «Oui, on maintient bien l'accès direct infirmier, on le met. C'est pas une obligation de le mettre parce que normalement ça existe, mais comme on voit que l'administration et la CNAM ne le prennent pas bien en compte, on le met au niveau législatif pour les obliger». Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que derrière, on a vraiment un politique qui dit: «Attention, l'administration et la CNAM, on vous a à l'œil, respectez la hiérarchie des normes». Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et c'est couplé avec la consultation et la prescription. Ça veut dire qu'un patient pourrait aller voir, alors il faut qu'on attende l'arrêté justement, derrière, mais pour aller voir un infirmier. Heu, L'infirmier déploierait ses connaissances techniques heu, auprès du patient pour l'analyser, faire un diagnostic infirmier, faire une donc le diagnostic fait partie de la consultation. Donc va faire un diagnostic, va évaluer ses besoins et va réagir par rapport à ses besoins. Il va pouvoir déployer des soins et des prescriptions. Et ça peut être par exemple, on va prendre sur les pansements ou sur les brûlures ou réadapter un pansement. Ça peut être certaines prescriptions de produits. Alors on parle souvent du Doliprane, mais c'est une possibilité aussi, voilà, de pouvoir prescrire le Doliprane. Donc en fait, c'est une nouvelle vision, une nouvelle porte d'entrée, c'est ça qui est très intéressant. Derrière, on pourrait très bien penser en établissement de santé, demain, comme c'est fait à l'étranger, des centres de consultation non programmés avec des infirmiers qui ferait ces consultations et qui ferait vraiment les problèmes de la vie quotidienne, avec la possibilité, si le problème est un peu plus complexe, de passer à des infirmiers en pratique avancée selon leur mention, et derrière, pouvoir recruter à des médecins si besoin. Mais derrière, on désengorgerait énormément, à la fois les urgences, à la fois les consultations, et c'est pareil au niveau des infirmières libérales. Je vais prendre un exemple tout bête. On a une personne qui, sort de l'hôpital, qui, bon, n'a pas, sa lettre de liaison en sortant, n'a pas de prescription, la sortie hospitalière classique, Le malheureusement. classique, la fiche de Le liaison, on sait classique, pas où elle est, voilà, c'est ça, exactement. Et cette personne, elle est âgée, elle est isolée et on se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire sa toilette. Je prends vraiment le classique. mmh. Bête mal, pourrait appeler une infirmière libérale. L'infirmière libérale pourrait dire: «OK, je prescris des toilettes, on y va». Donc et ça, c'est totalement possible. Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on sait très bien que les retards de prise en charge sont dramatiques. On sait très bien que la prise en charge, la gestion des douleurs, si on laisse des douleurs perdurer, on va vers des douleurs chroniques.
Et au final, c'est gravissime en termes humains et ça coûte beaucoup plus cher pour la sécurité sociale. Après, effectivement, ça fait une perte sèche d'une consultation médicale. On nous demande de faire des économies en santé, c'est peut-être le moment. Voilà. Et alors, tout simplement, je vais donner un autre cas. Je vais faire, est-ce qu'il est bon en France que du personnel surqualifié, médecin, avec une excellence de prise en charge, fasse quelque chose qui ne soit pas, je dirais, qui soit pas de son niveau de compétence technique? Bah, c'est payer trop cher pour quelque chose qui ne vaut pas. Je vais prendre un exemple tout bête en tant que Toulousain. C'est comme si on prend le plus grand ingénieur chez Airbus et qu'on lui dit de faire quelque chose, de faire le travail d'un technicien. Le technicien, il va être excellent dans ce qu'il sait faire et l'ingénieur, il va sûrement moins bien faire le travail que le technicien. Mmh. Et donc, en fait, c'est payer quelqu'un de façon, je dirais, pas à propos et pas efficiente, pour une tâche qu'en plus il réalisera moins bien. Je vais prendre un exemple tout bête, qui concerne la santé masculine. La première pose de sonde chez l'homme. On va parler vrai un peu, hein. Et pour nos auditeurs masculins, on va leur éviter beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. La première pose de sonde chez l'homme, c'est censé être fait par un médecin. Il y avait une étude qui avait été faite à l'époque, par un de mes étudiants qui était, Vincent Lottard, qui est infirmier et juriste, et qui, a démontré qu'en fait, dans la réalité du terrain, la première pose de sonde, elle était faite par l'infirmier. Et il vaut mieux, parce que pour la première pose de sonde, si vous prenez un interne qui sait pas comment faire, il vaut mieux l'infirmier qui sait faire. Et en fait, on ne le reconnaissait pas, et on fermait les yeux. Et souvent, moi, j'ai eu ça, en fait, on m'expliquait, on me disait, mais c'est pas grave, les infirmiers feront. À un moment, reconnaissons. Et ils sont mieux à même de faire ça. C'est pour ça que il faut pas dire que l'infirmier va remplacer le médecin. Il ne faut pas dire que le médecin est plus technique que l'infirmier. Le médecin a une technicité qui est différente au regard de son niveau d'études. L'infirmier a une technicité et une vision qui est différente au regard aussi de son positionnement. La recherche infirmière, et je ne parle pas de recherche en sciences infirmières, je parle de la recherche infirmière au sens large du terme, est différente de la recherche médicale et complémentaire. On va regarder d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut se détendre là-dessus et ne pas faire la quête du diplôme et juste dire qui est au mieux au regard de ses compétences à tel ou tel point. Encore une fois, quand on parle vrai aux internes et quand on parle à certains vieux médecins, ils nous expliquent bien tout ce que les infirmiers font mieux que les médecins parce que c'est dans le cadre de leurs compétences. Et c'est important aussi de le dire parce qu'en fait, on choisit pas un métier par défaut. À l'ordre d'infirmier, on avait fait cette interrogation parce que souvent on disait ah bah oui, les syndicats de médecins libéraux mettaient en disant oui mais ça c'est des infirmiers qui n'ont pas fait médecine et donc c'est pour ça qu'ils veulent faire médecine mais différemment. Quand on a demandé aux infirmiers si infirmier était leur premier choix, on a eu 70 000 répondants. 85% disaient que c'était leur premier choix. Donc les gens ont fait infirmier par choix, parce que c'est cette façon de travailler qui leur allait. Et c'est bien. Et c'est très bien. Quand tu parles d'accès direct, moi je veux être bien au clair là-dessus, et de consultation infirmière, on pourrait imaginer donc que, des hôpitaux, et des centres de consultation infirmière, c'est ça? C'est Mais ça. aussi pour les libéraux, une infirmière libérale dans sa tournée, pourrait avoir, X heures dédiées à de la consultation sans pour autant appartenir à, un centre programmé, une maison de santé et cetera? Demain, on peut très bien créer un centre de consultation en ville d'infirmiers libéraux, sans aucun problème. Et d'ailleurs, si on avait vraiment voulu réussir France Santé, je vais être un peu provoque, c'est ça qu'on aurait fait. Parce que bon, France Santé, labelliser des trucs qui existent en disant c'est France Santé, c'est pas très utile. C'est pour ça que je suis un peu provoque. Alors que derrière, si on veut vraiment innover, on fait ça. Et derrière, on fait un lien avec qui? On fait un lien avec les pharmacies, parce que les pharmacies sont extrêmement identifiées et elles aussi peuvent faire des choses en direct. Et derrière, on fait des liens avec les hôpitaux ou autres, dans les cas où le cas mérite une certaine prise en charge. Et si on veut vraiment faire du lien ville-hôpital, on peut très bien le faire comme ça. Et encore une fois, c'est pas remplacer le médecin généraliste. C'est juste que la porte d'entrée est différente. Et le médecin généraliste, le médecin traitant, il aura une autre position qui peut être totalement gradée. Il faut le travailler, c'est tout. Mais finalement, c'est un petit peu, tu vois, moi, quand je prends l'exemple, tu vois, des infirmiers libéraux et de tous mes collègues infirmiers libéraux aujourd'hui qui nous écoutent, c'est un peu finalement
Ce qui est un petit peu fait déjà, puisque on sait très bien que les infirmiers libéraux, ils ont X contacts avec les pharmacies de quartier et c'est souvent d'ailleurs les pharmacies qui vont leur dire: «Allô, j'ai tel patient qui vient de tomber, est-ce que tu peux l'intégrer dans ta tournée?» et cetera. Qui sont en relation avec tel ou tel établissement ou tel service ou tel chef de service qui sait que tel infirmier libéral est spécialisé dans, je dis n'importe quoi, la prise en charge d'une dialyse péritonéale, par exemple. Heu, Finalement, c'est plutôt d'aller dans le sens de ce qui a déjà été amorcé, sans que ce soit en fait cadré dans une loi. Mais en vrai, cette loi, et je te rejoins, elle vient légaliser ce qui se fait déjà. C'est pour ça que quand les gens disent: «Ah, on nous donne des nouvelles compétences, on va devoir bosser plus», non, vous allez juste être reconnu et payé pour ce que vous faites déjà. C'est Et ça. en fait, cette loi, c'est une loi de justice. C'est une loi de justice sociale. Parce qu'elle arrive, elle dit: «Enfin, la France reconnaît ce que vous faites depuis 40 ans». Et c'est ça qui est important dans cette loi. Elle va pas changer complètement, à part l'aspect prescription quand ça va sortir. Mais elle va pas changer complètement les pratiques. Elle va juste les reconnaître. Et c'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que moi je dis que vraiment cette loi, la République française répare une faute en faisant cette loi. Et une faute envers les infirmiers et les infirmières, de ne pas les avoir reconnus depuis de nombreuses années et de ne pas les avoir assez reconnus après la crise Covid. La prescription justement, elle est marquée dans le décret, mais elle est pas, on va dire, pour l'instant spécifiée sur tel médicament, tel examen? Non, à ce stade, non. Par contre, on a des indices dans les débats. C'est ce qu'on appelle, en droit, l'intention du législateur. L'intention du législateur, c'est celui ou celle qui porte la loi, qui va dire, oui, dans les textes, il faudrait qu'il y ait ça. Et donc, effectivement, on a vu que sur tout ce qui était plaie, cicatrisation, c'est des choses sur lesquelles ils étaient particulièrement vraiment avant-gardistes là-dessus. C'est vraiment dans les débats, ça a été mis en avant sur les douleurs du quotidien et la gestion des douleurs du quotidien, sur la gestion de la perte de l'autonomie. C'est des choses qui sont dans les priorités des priorités et qui doivent se retrouver là dans l'arrêté prescription, clairement. Donc, on est vraiment là-dessus. Et sur les brûlures aussi. C'est déjà des choses quand même qui sont donc voilà, sur le traitement des plaies, il y avait des choses, moi je me rappelle, hein, dans l'hôpital où je travaillais, il y avait des alors, je sais pas si on appelait ça consultation, hein, mais il y avait en tout cas les infirmiers qui recevaient les patients pour les réévaluations de plaies, les réévaluations de protocoles. Je pense aussi aux centres de lutte contre le cancer, qui ont été aussi assez précurseurs sur le rôle infirmier. Est-ce que ça va, on va dire, continuer? Est-ce que ça va se majorer aussi par ce décret? Oui, totalement. En fait, c'est vraiment inspiré de ça. Et d'ailleurs, la cancérologie a énormément inspiré les évolutions infirmières. Elle les a inspirées pour la pratique avancée, hein, c'est vraiment issu de ça. Et en fait, ces centres de consultation vont être reconnus. On va vraiment pouvoir dire que les personnes portent un diagnostic et derrière vont pouvoir déclencher avec plus d'autonomie. En fait, ce qui va être, non, là, il faut que les directrices et directeurs d'hôpitaux ou de cliniques s'emparent de ce texte et comprennent dans leur management qu'aujourd'hui, ils doivent manager une profession beaucoup plus autonome. Ça va être dur. Ça va être très dur parce qu'on a un management dans le milieu de la santé qui est quand même à l'ancienne. Extrêmement vertical. Voilà, extrêmement vertical. Et j'espère que l'école de Rennes va intégrer un module là-dessus parce qu'il le faut. Et l'autre point, et je vais être aussi provoque, c'est mon point de vue très personnel, peut-être un peu politique. Il est grand temps que les directrices et directeurs d'établissement soient des gens qui ne soient pas juste sortis de l'école, mais aient une expérience dans ça. Et moi, ce que je me désole vraiment, alors c'est peut-être je suis un vieil idiot, c'est que on n'ouvre pas assez la porte à des gens, alors je dis pas que des soignants, aussi des administratifs, mais on n'ouvre pas plus la porte à des gens qui aient une expérience. Si ça ne tenait qu'à moi, vraiment dire un truc provoque et très perso pour sortir, le concours de directeur d'hôpital, j'exigerais 15 ans d'expérience dans la santé avant de pouvoir le passer. Parce que quand on va manager un établissement, quand on va manager des personnes, alors ça veut dire vous pourriez très bien être attaché d'administration, ça ne veut pas dire que les administratifs ne dirigent plus l'établissement, vous pourriez être attaché d'administration pendant 10-15 ans et comprendre comment ça fonctionne, et là passer le concours. Il faut un certain recul, il faut une envie de manager, et j'ai vu beaucoup de mes anciens étudiants, notamment des gens que j'avais suivis les mémoires ou autres, faire ce concours, le réussir parce que c'est des gens brillants en termes de concours, et souffrir en prenant le poste, de ne pas comprendre les soignants, de ne pas comprendre comment ça se passait, d'être heurté. C'est des postes très, 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 très difficiles. Directeur ou directrice d'établissement de santé ou médico-social, c'est très dur humainement. Et donc, il faut aider, accompagner et mettre des gens qui soient prêts à ça. Et derrière, il faut faire évoluer le management. Et l'autre point
qui m'embête le plus dans la santé, et on va revenir sur la loi infirmière après, c'est que longtemps, la santé était un facteur d'ascenseur social. Ça ne l'est plus. Donc aujourd'hui, comment, quand vous rentrez dans un établissement de santé, peut-être même au plus bas, entre guillemets, de l'échelle, vous puissiez tout au long de votre vie passer des diplômes qui vous monteront au plus haut selon ce que vous avez envie. Alors l'intérêt aussi d'avoir aujourd'hui la pratique avancée, les spécialités en pratique avancée ou les spécialités sans pratique avancée, c'est que les infirmiers, dans leur évolution de carrière, s'ils veulent rester dans le métier infirmier, ils peuvent soit s'orienter vers des évolutions administratives, cadre, directrice des soins, directrice d'établissement, ou une carrière technique, qui vont être IPA, spécialité ou autre. Mais c'est très, très mal rémunéré. Alors justement, on en parle de la rémunération parce que on est tous très heureux d'avoir, une profession qui est revalorisée, dans ses missions. C'est quelque chose, je pense que tous les infirmiers qui nous écoutent attendaient. Mais bien entendu, ce qui est aussi attendu, c'est la question de la rémunération. Tu nous as expliqué qu'il y avait donc eu une ligne où, il était précisé que la rémunération doit être quelque chose qui doit être abordé. Alors moi, je vais, on va dire, faire un peu l'avocat du diable, mais ce qui veut dire que si demain, le gouvernement propose une hausse de 0,1 il devra appliquer la loi. Alors oui, mais, mais, ils doivent réévaluer au regard de la pénibilité. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire, c'est ce rajout de la pénibilité, il est extrêmement important. Ça veut dire que, mais c'est là où il va y avoir un gros travail des infirmiers à faire, pas juste dire, comme dans Camelot, on en a gros et on veut d'argent, mais arriver et dire, voilà à quel point c'est pénible, voilà l'acte qu'on fait, voilà la difficulté, réévaluez-nous. Et aujourd'hui, je vais être provoque sur le libéral et je vais être provoque sur l'hospitalier. En quelques minutes, on a trouvé 1,1 milliard 4 pour les médecins généralistes, sans aucune obligation supplémentaire pour les derniers accords. Et aujourd'hui encore, ils font la grève, demandant un petit peu plus. Et, et des points sur la démission du patron de la CNAM, tout ça. Bon, d'autres choses. Mais au final, c'est de l'argent. Si on a pu trouver 1,4 milliard pour les médecins généralistes en quelques semaines, il serait impensable que pour une profession de 640 000 personnes, on trouve moins. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, et pour l'hôpital, aujourd'hui, on va être clair, hein, l'hôpital, c'est H24. C'est prendre en charge la société. L'hôpital public, c'est une photographie de la société avec ses qualités et ses défauts, hein. Je dis pas que l'hôpital est parfait, loin de là, mais c'est pénible, c'est dur. Humainement parlant, on parle beaucoup de la santé mentale des soignants. L'infirmier, il est confronté toute sa vie à la douleur d'autrui, à la mort. C'est dur, hein. Je veux dire, le citoyen lambda, il n'est pas confronté à ça tous les jours. Moi, si je fais une erreur, c'est que j'ai oublié ma pièce jointe quand j'envoie un mail en tant que juriste. C'est pas la même chose pour un infirmier. Et donc aujourd'hui, on sous-paye ces professions. Alors en plus, il y a un intérêt à payer mieux les infirmiers. C'est que les infirmières et les infirmiers, c'est une profession qui consomme, qui investit, qui consomme, qui dépense, et c'est bien. Et c'est bien. Donc c'est une profession qui fait vivre l'économie. Donc en plus, donner plus d'argent aux infirmiers, c'est donner plus d'argent à l'économie. Mais il faut changer notre vision des choses. On voit la santé uniquement comme une dépense. Et à chaque fois, on nous dit, oui, mais c'est une dépense, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. En fait, c'est une richesse, la santé. C'est une richesse à deux points. La première, c'est que si on paye bien les gens, qu'on a un bon système de santé, les gens sont en forme et ils sont productifs. Et donc, on nourrit euh, la nation et le système de santé. Si on fait de la bonne prévention, mais aussi du bon curatif. Ça, c'est le premier point, je dirais, c'est donner de l'argent aux soignants, donner de l'argent à l'autre, ça va nourrir évidemment l'économie. Et le deuxième point, c'est que la France est un pays qui a du mal à briller à l'international sur beaucoup de choses. Il y a un point où on a été bon, on l'est moins maintenant, mais où on a été bon, c'est la santé. Et je pense que demain, la France peut retrouver son leadership mondial sur la santé. Mais encore va-t-il falloir investir un maximum dedans. Donc, à un moment, on ne retrouvera pas notre niveau sur plein d'autres industries. C'est dommage et j'en suis le premier à attrister. Mais on a deux choses sur lesquelles on est censé être bon et qui sont en crise. C'est l'agriculture et la santé. Et aujourd'hui, ces deux points sont en crise. On a loupé. On a loupé, on a échoué. Donc maintenant, comment on arrive à reconstruire pour que ces deux sujets-là, on revalorise ces personnes parce que c'est demain là-dessus que la France fera sa richesse. Ça se joue quand, la question de la rémunération? En termes de délai, est-ce qu'on pourrait, se dire que, c'est quelque chose qui va se régler en 2026? Alors, je vais être à nouveau provoque.
2026 et 2027 sont des années politiques. Ce sont des années municipales. C'est maintenant que ça se joue. Les médecins ont toujours compris ça, et ça, ils sont extrêmement bons. C'est qu'à chaque fois, là, s'il y a une grève maintenant, parce qu'ils sont pas contents, mais parce qu'ils savent qu'il y a des municipales. La dernière fois où ils ont fait une grève et où ils ont pris 1,4 milliard, c'était avant les européennes. Donc, c'est maintenant que les infirmiers... Alors, je dis pas qu'il faut faire une grève, pas du tout, mais c'est maintenant qu'il faut négocier. C'est maintenant qu'il faut négocier, c'est maintenant qu'il faut aller avant, et il faut que le sujet infirmier et rémunération infirmière soit un sujet de premier plan politique. Mais pas que. Les kinés, les pharmaciens. Alors, on va me dire, les pharmaciens, c'est un métier qui est extrêmement dur. Les sages-femmes, les podologues, ce sont tout ça des métiers qui ont besoin de cette reconnaissance, et ça en va de la dignité de la nation. Et là, je pense vraiment que il faut y aller maintenant, avant les municipales. Il faut y aller un max aussi après si on n'a pas obtenu, parce que derrière, il y a les présidentielles. Le sujet des métiers de santé doit être un sujet de la présidentielle. Est-ce que, par rapport à ce décret qui est sorti, est-ce que dans le décret, il y a une question sur la formation initiale? Parce que si on se dit, demain, un infirmier peut faire un diagnostic. Demain, on peut avoir de la consultation infirmière, qu'on soit libérale ou en structure hospitalière. On peut prescrire. Qu'en est-il de la formation initiale qui a quand même été, depuis voilà, ces dernières années, extrêmement chamboulée? Moi, je pense que des études que j'ai vécues en tant qu'infirmière sont à 1000 lieues de ce que vivent aujourd'hui des étudiants infirmiers, pour justement en côtoyer certains. Qu'est-ce que ça va impliquer? Encore un nouveau changement? Alors, oui, et il va falloir ne pas tomber dans les travers qu'ont eu certaines réformes de la profession entre-temps. Effectivement, il faut revoir la formation. Il faut plus d'heures de formation, clairement. Quand je vois certaines personnes qui demandent à ce qu'il y en ait moins, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il faut plus de formation. Il faut une formation de qualité universitaire. Je crois en l'université française et je crois en l'université publique. Je crois et j'en suis convaincu. Il faut vraiment que l'université soit forte et que ce soit un vrai métier universitaire, mais qu'on le reconnaisse justement, que ça soit pas juste niveau licence, est une licence. Et ça, c'est important. Il faut arrêter ça aussi, ça fait partie du dénigrement de la profession. Niveau master 2, non, c'est un master 2. Donc voilà, ça déjà, on y va, et on y va franchement. Ensuite, la formation, elle doit être au goût du jour, prendre en compte les nouvelles technologies. L'IA va changer complètement la façon de travailler. Et il faut pas en avoir peur de l'IA. Il faut l'encadrer, mais il faut y aller. Parce que l'IA va modifier les choses, sûrement de façon positive si on s'en empare assez vite. Par contre, il ne faut pas tomber dans le travers de ce qui a été fait sur la prescription, l'évolution de la profession infirmière sur la prescription de la vaccination. Sur la prescription de la vaccination, petite anecdote juridique, le texte est pris, tout le monde est d'accord, parce qu'il faut que les infirmiers puissent prescrire la vaccination et la déployer. La vaccination sauve des vies, pour le rappeler. Mais derrière, il y a marqué, puis c'est normal, on demande un avis de l'HAS, non pas sur les modalités pour déployer, mais sur la population cible, c'est-à-dire sur qui les infirmiers peuvent prescrire. Et là, le gouvernement fait une erreur juridique, volontaire ou non volontaire, et ils vont chercher un vieil avis de l'HAS qui dit formation complémentaire obligatoire à la prescription et telle population. C'est illégal. Le législateur n'a pas demandé d'aller sur les modalités, il a demandé la population cible. Et donc, on a mis une formation complémentaire. Et on l'a mis sur les certificats d'essai, tout ça. Ce qui veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle compétence, on met une formation complémentaire. Et je fais la différence entre formation continue et formation complémentaire. La formation complémentaire veut dire que quand tu passes ton diplôme d'infirmier, maintenant, ton diplôme d'infirmier n'est plus plein et entier. Tu n'as plus ta profession pleine et entière. Et C'est-à-dire donc, que tu peux pas tout faire? voilà, et tu dois faire des compléments. Alors qu'en fait, oui, évidemment, formation continue pour se mettre à niveau. Mais la formation continue veut dire que de base, dans le diplôme, ça y sera. Et là, on voit dans les nouvelles moutures du diplôme infirmier, il n'y a pas le module de prescription de la vaccination. Donc, ce qui veut dire que ad vitam aeternam, il va falloir que tu fasses des formations en plus, alors que tu as déjà ta formation de base. C'est des normes inutiles. On croule sous les normes et on n'en peut plus. Donc, c'est des normes inutiles. C'est de la dépense inutile. Et c'est une aberration parce que ça ne respecte pas la volonté du législateur. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est que la formation infirmière prenne l'ensemble des compétences existantes et nouvelles, complètes, et que par contre, pendant les 5 prochaines années, l'ensemble de l'effort de la formation continue soit sur la remise à niveau quand c'est nécessaire. Mais pas diplôme complémentaire, de la remise à niveau de formation continue. Et là, on aura un diplôme qui est plein et entier, et parce que la profession infirmière est une et indivisible.
Je pense, tu vois, par exemple, à la FGSU qu'on passe, enfin moi c'était le cas en tout cas quand moi j'avais fait mes études, on la passe pendant nos études et après on a une obligation de, la repasser. Alors je sais plus tous les combien. Souvent c'est ta structure, ton établissement de santé qui va s'en occuper. Si tu es libéral, bah, c'est voilà, c'est à toi de t'en occuper. Mais c'est quelque chose qui était quand même, on va dire, inclus. C'est juste pour on va dire une remise à niveau, et aussi être au courant des dernières recommandations et cetera. Mais pour autant, quand tu sors avec ton diplôme d'infirmier, on peut considérer que ton AFGSU, elle est C'est ça, conforme. Là, on c'est n'est ça. pas du tout dans la même logique concernant la vaccination. Exactement, et il faut que cette formation continue, elle soit prise en charge par l'employeur de façon obligatoire parce que la FGSU, c'est recommandé que l'employeur prenne en charge, mais il n'est pas obligé. Donc il y a certains points, il y a certaines structures qui ne le prennent plus en charge et qui demandent aux infirmiers de se le payer eux-mêmes, hein. Bonjour la Aucun. PHP. Voilà. Hem, Concrètement, il y a une autre, on va dire, un élément qui était assez attendu, c'est le côté ratio. C'est quelque chose, moi, que j'entends depuis, je pense, que j'ai posé le pied dans mon IFSI, le fameux ratio soignant-soigné. Moi, j'ai tout entendu sur ces questions de ratio. Un, ça n'existe pas. Deux, ça existe, mais que pour certaines spécialités. Moi, tu vois, j'ai fait de la dialyse, par exemple, et je sais que j'ai énormément de collègues de dialyse qui vont écouter cet épisode. Et moi, j'ai toujours entendu, en dialyse, c'est un infirmier pour 4 patients en centre lourd. Aujourd'hui, est-ce que dans tous les services, on va avoir la question de ratio? Est-ce qu'on va le limiter à des spécialités type réa, dialyse, soins continus, ou autres? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être abandonné? Alors, et là, il faut vraiment féliciter le sénateur, Jomier qui a porté ça. Il s'est battu, de dingue pour que ça passe, mais quand je dis il s'est battu, parce que sa loi est passée au Sénat, l'Assemblée nationale ne l'inscrivait pas à l'ordre du jour. Et c'est vraiment, le sénateur Jomier qui s'est battu pour que ça soit mis à l'ordre du jour et vraiment beaucoup, voilà. Il faut le saluer, il faut le saluer là-dessus. Et sur plein d'autres choses parce que c'est un sénateur qui fait beaucoup, beaucoup de belles choses, pour la santé. Et donc quand cette loi est passée, moi j'ai fait, comme tu peux le voir, une tribune de soutien, au ratio. C'est la tribune où je me suis fait le plus conspuer, voilà, clairement. Je suis pas étonnée. Heu, voilà, je me suis fait conspuer assez fort en disant, c'est inadaptable, on voit bien que tu es pas dans le milieu du soin, que tu connais rien. Alors si justement, en tant que brancardier, j'ai bien vu, les points. Et alors oui, il y a eu des services où il y a des ratios, il y en a où il y en a plus. Aujourd'hui, pourquoi les ratios et pourquoi c'est important? Déjà, quand on est talent d'infirmier et qu'on a fait, consulter les infirmiers, c'est le point qui arrivait en numéro un. Il arrivait avant la rémunération, il arrivait avant l'évolution des compétences, c'était le ratio qui arrivait en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le fait de pouvoir travailler de façon, intelligente et avoir du temps auprès de son patient. Donc en fait, le combat pour les ratios, c'est le combat du temps auprès des patients, en établissement. Et on l'a vu, on perd de plus en plus ce temps auprès du patient. Donc c'est un combat extrêmement légitime. Aujourd'hui, on a la HAS qui a lancé une mission parce que la HAS doit donner un avis sur quel ratio par établissement, comment et autres. Alors derrière, les directions d'établissement disent c'est inadmissible, on nous empêche notre droit d'administrer, notre droit de. Alors déjà, moi je veux rappeler un truc simple, public comme privé. Public comme privé, les établissements de santé sont financés à grande majorité par la solidarité nationale. Et donc, il est normal que la sécurité nationale, que la solidarité nationale vérifie à quoi soit employé l'argent et combien de soignants. Alors, on va me dire, oui, mais il y a une pénurie de soignants. Donc, on va pas en trouver. Et donc, vous êtes des barbares, on va fermer partout. Alors, en fait, c'est un but atteignable, parce que justement, pourquoi il nous manque des soignants? Parce que les soignants ont perdu cette envie de soigner parce qu'ils n'avaient plus de temps auprès du patient et parce qu'ils ont dit, bah, en fait, moi, je suis venu pour avoir du temps auprès du patient, je pars. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on nous dit, on va pas mettre de ratio parce qu'on n'a pas assez de soignants et les soignants vont partir parce qu'il n'y a pas de ratio. Donc, en fait, en mettant cet objectif et pas comme la loi handicap où on n'arrête pas de reporter à chaque fois depuis 20 ans, son application pleine et entière, de mettre une application pleine et entière sur voilà les ratios que vous devez atteindre. Et derrière, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire devoir travailler à garder ses soignants. Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup d'établissements qui font des politiques très volontaristes de recrutement. Moi, j'ai envie de voir des politiques volontaristes pour garder les soignants qu'on a. Ça serait pas mal aussi. Voilà. Quelle est ma politique de garder, fidéliser mes soignants et pourquoi ils ont envie de rester chez moi? Il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, hein.
mais c'est quelque chose d'important. Et en fait, le ratio, c'est pas dire si on a un infirmier qui est pas là tel jour, l'autorisation, elle tombe. Pas du tout. C'est dire, voilà, en moyenne, combien sur une année, vous devriez avoir de soignants pour que le patient soit soigné en sécurité et pour que ça soit agréable à travailler pour les soignants. Et d'ailleurs, on a vu les pays qui ont mis des ratios, la sécurité des patients est montée en flèche. Donc, c'est quelque chose de très sécuritaire. Après, ça oblige à repenser les choses. Je vais citer une expérimentation avec laquelle je travaille régulièrement, qui est l'expérimentation Sang libéral équilibre, qui est une expérimentation de financement autant passé auprès des patients. Alors, les libéraux vont s'énerver parce que c'est du forfait, mais je suis quelqu'un qui soutient le forfait, le paiement au forfait. Et là, dans ce cas-là, pas pour tout, mais dans ce cas-là, c'est très bien. Là, en fait, on paye au temps passé auprès du patient, et donc c'est une façon différente de voir le soin. D'ailleurs, l'expérimentation équilibre a d'excellents retours, que ce soit même en efficience du système de santé, en qualité pour les patients, et les soignants sont très heureux. Donc en fait, on se rend compte que quand on change la façon de faire, on peut. Et au final, partir sur les ratios, c'est partir là-dessus. Donc oui, c'est nécessaire, oui, il faut se battre pour les ratios. C'est peut-être un des combats les plus importants pour sauver l'hôpital. Alors, tu vois, moi, ça me fait penser à une anecdote que je voudrais partager, même si je sais que certains ont déjà aussi écouté cet épisode. Moi, j'ai fait un épisode avec Laurent Boucreau, qui est directeur d'EHPAD à Marseille. Marseille étant la plus belle ville de France, comme tu le sais. Et Laurent, moi, j'ai été dans sa structure parce qu'on voulait faire un épisode ensemble et il m'a semblé en fait évident d'aller voir en fait comment ça se passait. Pour moi, EHPAD, c'est terrible. Moi, j'ai fait mes stages quand j'étais infirmière en EHPAD. J'avais l'angoisse chaque matin. J'ouvrais la porte du service. J'avais cette odeur terrible dans les EHPAD. Et je me disais, jamais, au grand jamais, je ne travaillerai en tant qu'infirmière dans un EHPAD. Et tu vois, quand j'ai été dans cette structure, Laurent, il m'a confié quelque chose qui m'a bouleversée. C'était de me dire que lui, dans son établissement, il n'a aucun turnover. Aucun. Dans son établissement, il a une pile de CV parce qu'en fait, les gens font la queue pour venir Mmh. travailler chez lui. Je pense que ça, je ne suis pas sûre que, tu vois, il y ait beaucoup de structures comme ça aujourd'hui. J'espère qu'il y en a beaucoup, hein. Je suis pas sûre. Mais par contre, moi, ça me donne un optimisme terrible parce que je me dis, c'est possible. C'est possible parce que il manage différemment ses équipes. Il prend soin différemment de ses résidents. Tout est fait différemment que ce fameux, comme on l'a dit, hein, hiérarchie très verticale, économie de bout de chandelle parce qu'on va considérer que si je remplace pas cet aide-soignant-là, ça me permet de faire une certaine économie et donc mon chiffre d'affaires va être plus intéressant. Non, c'est à l'opposé en fait de son fonctionnement et c'est là où en fait c'est intéressant, c'est de se dire, je remplace chaque absent. Il n'y a pas un absent qui n'est pas remplacé. Je n'ai pas de turnover, les gens font la queue chez moi pour venir travailler et pour autant, je suis à l'équilibre. Et tu vois, quand tu sais ça, alors que l'EHPAD est clairement, on n'a peut-être pas assez parlé du secteur médico-social, hein, mais qui est aussi important que le sanitaire, tu te dis que tout est possible. C'est juste qu'en fait, il faut changer cette mentalité. Et je pense que, et c'est pareil, je vais reprendre ta formule, ça n'engage que moi, la question des ratios, elle est indispensable pour que des personnes qui pourraient penser qu'un infirmier peut faire 15 toilettes dans un service de médecine interne, ce n'est pas possible. Je te rejoins et merci de parler du secteur de l'EHPAD. Moi, c'est un secteur qui me tient particulièrement à cœur. J'ai connu le monde de l'EHPAD quand encore, on envoyait entre guillemets «les mauvais soignants» à l'EHPAD en sanction. Complètement. Alors qu'en fait l'EHPAD, c'est bon, moi je trouve que c'est le plus bel endroit possible quand c'est bien géré. C'est un lieu de vie magnifique mais il faut envoyer des soignants qui ont une connaissance large, au contraire, très technique, parce que travailler, en gériatrie de façon générale, c'est technique, qui ont un vrai humanisme et une vision différente. Et en EHPAD, le turnover tue. Voilà, je dis clairement, le turnover tue. Et pourquoi il tue? Il tue parce que, déjà, les gens, n'ont pas le suivi exactement de patients qui ont polypathologiques, donc déjà ça tue. Ensuite ça tue pourquoi? Parce que les personnes, âgées et les résidents ont font un lien, certes avec la neutralité bienveillante des soignants, mais font un lien avec les soignants et le fait que tel ou tel soignant s'en aille, ça les affecte.
Ça les affecte beaucoup pour des gens qui parfois ne revoient plus du tout leur famille et qui, même si le soignant ne doit pas devenir sa famille, est quand même un substitut. Donc le turnover tue et surtout en EHPAD. Et aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie avec à la fois les ratios qui vont arriver, et comme tu le dis, ça va permettre de fidéliser les gens, c'est là-dessus où on devrait noter, évaluer les directions d'établissement. Est-ce que vous arrivez à fidéliser vos soignants? Ou si un soignant s'en va, est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus garder les soignants, ça pose problème, il ne faut pas éluder ce sujet-là. Et la loi infirmière en EHPAD, elle va révolutionner les choses. Elle va révolutionner l'accès aux soins. Elle va permettre de déployer des consultations sur site. Elle va permettre de déployer des soins. Parce qu'on ne va pas se mentir, le patient âgé avec plusieurs pathologies, c'est très dur qu'il soit pris en charge par certains cabinets de médecins libéraux. C'est très dur pour qu'ils soient pris en charge dans certaines structures de santé. Donc, avoir des gens passionnés par la gériatrie qui vont avoir cette compétence de pouvoir déployer des soins, ben, ça va peut-être être des soins encore plus humanistes pour ces personnes-là. Donc, le sujet de l'EHPAD, au niveau de la France, on n'a pas assez réfléchi à comment on le finançait, comment on mettait en place assez de moyens pour que ça marche. Et je suis persuadé que des EHPAD bien gérés, avec des directeurs ou des directrices qui ont l'amour de ce métier et qui ont l'expérience de gérer ça, on peut faire des choses belles. Quand on est manager, moi je l'ai été manager, et quand on est manager, c'est dur, c'est très dur. La solitude du manager est une réalité. Il faut se nourrir autant de ses victoires que de ses échecs. Et c'est au fur et à mesure de ces échecs qu'on devient un meilleur manager. Alors soit on se braque, et soit on se dit c'est pas moi qui ai été mauvais, c'est mes équipes. Soit on se dit peut-être que j'aurais pu mieux gérer là, et c'est dur, mais je vais apprendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut une certaine expérience avant de prendre une direction d'établissement. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas, alors il y en a qui n'auront jamais d'échecs et c'est tant mieux pour eux, mais tant qu'on n'aura pas accumulé une somme d'échecs assez grande, on ne sera pas un bon manager, je le pense. Complètement. On a parlé des spécialités, des IBOD, des IAD, des puéricultrices, santé scolaire, santé au travail. On a parlé aussi des IPA. Qu'est-ce que ça va changer pour eux demain avec ce décret et cette loi? Alors, en fait, on a une nouvelle gradation des soins, ou graduation, voilà, ça veut un petit peu dire la même chose. Donc on a le métier socle, infirmier. Et on a ensuite, premier palier, spécialité sans compétences de pratique avancée, qui sont les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'elles sont reconnues avec un master, donc un certain niveau de formation, et donc un nouveau niveau de rémunération normalement. Et en plus, c'est censé leur donner des compétences dites exclusives, complémentaires, donc des compétences en allant un petit peu plus haut que les compétences infirmières, et donc avec peut-être des prescriptions spécifiques avec autres à leur profession. Ça encore, il faut-il avancer, parce que c'est un point qui a été pris contre l'avis du gouvernement, donc mais le gouvernement est obligé normalement d'avancer sur le sujet-là. Ensuite, on a eu une modification assez importante qui a reconnu les infirmières puéricultrices, les IBOD et les IAD en pratique avancée. Donc c'est une pratique avancée spécifique qui n'a pas de nom particulier, mais moi je vais appeler pratique avancée de spécialité. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui avait été mis plus ou moins en avant par la loi RIST 2 à l'époque, mais qui avait été supprimée au Sénat, notamment suite à l'intervention de beaucoup de syndicats de médecins, et donc qui est revenu par la fenêtre. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces professions-là, elles ont des compétences de spécialité exclusives. Normalement, les puéricultrices devraient en avoir. Mais elles sont, et donc ça, ces compétences-là, elles sont en accès direct, elles sont autonomes, tout ça. Et elles vont avoir une compétence en pratique avancée, donc encore supérieure, qui celle-là, parce que c'est une pratique avancée dérogatoire, n'est pas en accès direct et n'est pas autant autonome, mais avec des compétences accrues. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir définir ce qui est de la profession infirmière accès direct, ce qui est de la spécialité accès direct, ce qui est de la pratique avancée. Et ensuite, la nouvelle évolution, et c'est très bien parce que c'est une reconnaissance qui était demandée par les spécialités de longue date. Moi, je me souviens que le SNIA, notamment, hein, pour les IAD, a porté ce sujet très, très, très longtemps. Et la NPDE travaille sur une réforme du métier de puériculteur depuis très longtemps. Et les puéricultrices, encore une fois, c'est de l'accès aux soins extrêmement fort. Et je le redis, infirmières de l'éducation nationale et puéricultrices, ça va être nos meilleurs atouts pour la prévention et l'éducation thérapeutique,
surtout à un moment où les jeunes font leur éducation sanitaire sur TikTok et c'est pas bon du tout. Donc c'est un atout que la France ne doit pas se priver. Et ensuite, évidemment, on a la pratique avancée de plein exercice, donc les anciennes mentions, PCS, donc pathologie chronique, dialyse, tout ça, voilà, je vais pas tout laisser, mais elles y sont, psychiatrie. Elles, elles ont récupéré quelque chose en plus, qui a été porté, je vais encore citer son nom, la sénatrice Micolo de Toulouse, qui a été porté, qui est l'aspect populationnel. Et ça veut dire quoi l'aspect populationnel? Donc la pratique avancée peut s'exercer sur des populations. Et donc en fait, là, il faut prendre en parallèle, et c'est très inspiré de la façon de travailler en gériatrie. Donc c'est sur une population cible. Donc là, le gouvernement, il a 2 choix. Soit il fait une refonte des mentions, transforme les noms, il les change et autres, soit il donne des compétences populationnelles sur des mentions. Et je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, un IPA, il peut reconduire des prescriptions dans le cadre de sa mention, seulement dans le cadre de sa mention. À un moment, il pouvait prescrire de façon large, mais un arrêté venu préciser la primo-prescription, donc qui est censé donner des compétences supplémentaires aux IPA, est venu lui en enlever. Voilà, donc encore une fois, la limitation par le lobbying de certains syndicats médicaux marche encore. Mais avec ça, c'est pour ça d'ailleurs que la sénatrice Micouleau l'a porté, il y a une obligation très forte de réviser. Et l'exemple le plus concret, qui est l'exemple que donnait la sénatrice, c'est on a un patient qui arrive en EHPAD. On va prendre l'EHPAD, justement. Il est stabilisé, mais il a 2 pathologies. Il est bipolaire et il a de l'hypertension. Si dans l'EHPAD, il y a un infirmier en pratique avancée, pathologie chronique, aujourd'hui, il ne peut reconduire que la partie sur l'hypertension. Alors que s'il a une compétence populationnelle, comme reconnu là, c'est viser population âgée. Donc il peut reconduire aussi le traitement sur la partie bipolaire. Et là, on est sur quelque chose d'intéressant et d'accès aux soins. Et en plus, la personne est stabilisée, ça ne pose aucun problème. Et là, encore une fois, il faut que les textes d'application sortent rapidement et prennent encore en compte l'aspect populationnel. Et on peut remercier vraiment la sénatrice d'avoir porté ça parce que c'était une demande très très forte des IPA. Donc, ce qui va changer, c'est une vraie classification et aujourd'hui une vraie hiérarchie des compétences. Ce qui veut dire qu'effectivement, un infirmier qui veut rester infirmier socle, il peut, et c'est très bien, et c'est très honorable. Un infirmier qui veut aller sur les parties administratives, il peut. Et un infirmier qui veut partir sur des parties techniques, il a maintenant un choix, une pluralité qui est intéressante. Encore faut-il que sa direction ou en libéral lui-même ou par des aides, il y a les financements nécessaires pour lui payer ses formations. Et ça c'est pas gagné non plus, mais ça, il faudrait y aller rapidement. Et je vais me faire taper par beaucoup dessus par beaucoup de syndicats ou par les IPA, mais moi, je suis un défenseur de la VAE et je suis désolé, une infirmière qui a 20 ans d'expérience dans un service, elle devrait avoir rapidement une VAE complète sur certaines mentions IPA ou autres. Donc ça, voilà. Et ça, je sais que ça, c'est mon point de vue très personnel. Mais à un moment, la VAE, c'est utile, c'est important, et c'est reconnu au niveau universitaire. On a parlé, tu vois, de la pénibilité. Tu nous as bien expliqué que c'était un vrai enjeu pour tout ce qui était rémunération. Moi, j'avais vu, en tout cas dans un de tes articles que tu avais pu me partager, que 20% des infirmières partent en retraite pour invalidité Mmh. et que on a 7 ans de moins d'espérance de vie. Oui. En quoi ce décret, la notion de pénibilité, peut, on va dire, avoir une influence sur ces chiffres? Alors, ces chiffres, moi, ils me marquent parce qu'en fait, le métier infirmier, il est violent. Il est violent, il est dur mentalement, physiquement. En plus d'avoir de plus en plus de violence auprès des soignants, clairement. Il est violent juridiquement parlant. Aujourd'hui, un infirmier sera en moyenne confronté à un problème juridique 1 à 2 fois dans sa carrière. Donc derrière, c'est une profession qui est majoritairement féminine, toute la charge mentale qui existe encore et qui est une réalité, heu et heu et malheureusement l'égalité homme-femme aussi au niveau de la charge mentale n'est pas, une réalité en France. Donc on a tout ça et ça ne veut pas dire que le métier est moins pénible pour les hommes, il l'est tout autant. Les hommes subissent aussi beaucoup de préjugés. Quand un homme choisit à être infirmier, énormément de préjugés, de jugements de valeur, ce qui est assez inadmissible. Hem, donc comment ça peut changer et qu'est-ce qui peut être pris en compte? Déjà, normalement, cette loi, elle est censée, mieux rémunérer
les actes dits pénibles. Donc, ça va pas changer l'invalidité ou autre, mais déjà, ça va permettre d'être mieux payé. Et ça, c'est important. Deuxièmement, reconnue profession à pénibilité. Moi, j'espère que, là, on a suspendu la réforme des retraites, mais que s'il y a une réforme des retraites, au lieu de faire une réforme des retraites bête et méchante de il faut partir plus tard. Effectivement, bon, moi je suis, mais ça vient notamment de l'institut où je suis, l'Institut Sapiens, je défends la retraite par capitalisation. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas du tout partir sur un âge, il faut partir sur un temps travaillé, il faut partir aussi sur une reconnaissance de la pénibilité. Et il ne serait pas aberrant que, en tant qu'infirmière et infirmier, des gens aient une retraite plus rapide. Moi, ça ne me poserait pas de problème. Ce sont des gens qui ont donné pour la nation, qui ont pourquoi des métiers forte implication d'intérêt général ne pourraient pas partir plus tôt à la retraite. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que les gens qui nous demandent de partir plus tard à la retraite sont souvent des gens qui, comme moi, travaillent dans un bureau. Oui, moi, globalement, je peux travailler longtemps, facilement. Est-ce que, mais quand j'étais brancardier, je me rappelle ce que c'est que transférer un patient d'un lit à la table d'opération. Comment c'est dur. Je me souviens de relever quelqu'un qui n'arrive pas à se relever, on se fait mal au dos. Et j'ai été brancardier que pendant 6 ans. Heu, les gens qui font ça pendant des années, heu, dans quel état est leur dos? Et mentalement, à quel point ils sont épuisés. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut que cette pénibilité, elle soit prise en charge pour le financier et pour un départ anticipé à la retraite, clairement. Et ça, il faudra une réforme globale de la retraite, une vraie réforme et pas juste une réforme où on se dit: «On reporte», c'est trop facile. Une vraie réforme, ça veut dire comment on répartit mieux l'argent parce qu'effectivement, sinon on va être en faillite. Est-ce que la capitalisation, on en met un peu? Pas. Et est-ce qu'il y a des gens qui partent plus tôt à la retraite de par la pénibilité de leur métier? Et sachant que c'est des choses qui peuvent être évolutives parce que oui, peut-être demain, on nous vend que demain, il y aura des montes malades partout, que ça sera facile, que c'est ça. C'est pas la réalité. Heu, moi, on m'avait vendu qu'on m'avait dit quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était c'était en 2007 à l'hôpital public, on m'a dit: «T'inquiète pas, à l'hôpital public, dans 5 ans, il y aura des rails partout avec des montes malades dans tous les sens». Bon, c'est pas arrivé. Voilà. Hem donc la réalité, elle est là. Donc il faut envisager ça et ça doit être aussi un enjeu de la prochaine présidentielle. Par contre, ce qui est bien avec cette loi, c'est que c'est une loi qui permet de faire des exercices infirmiers différents et c'est là où les directions doivent comprendre qu'on peut travailler différemment. Parce qu'il y a aussi de l'handicap chez les infirmiers et c'est dramatique la gestion de l'handicap chez les infirmiers parce que déjà l'infirmier se dit: «J'ai un handicap, entre guillemets, je n'aide plus mes collègues et donc je suis un poids pour mes collègues», parce que l'infirmier a tendance souvent à s'auto-flageller et on n'adapte pas le métier, pour les personnes qui ont un handicap et un handicap qui va rester. Et souvent on leur dit: «Bon, ben tu un choix, c'est partir en administratif». Actuellement, si quelqu'un a fait infirmier, c'est pas pour aller en administratif. Donc demain, une personne qui aurait un handicap, qui pourrait plus se déplacer ou autre, pourrait très bien travailler à temps plein dans un centre de consultation, adapté, avec des fauteuils adaptés. Donc cette loi infirmière qui montre une pluralité d'exercices, si elle est bien prise en charge par les managers, pourra derrière permettre de travailler tout au long de sa vie mieux et peut-être aussi au bout d'un moment, quand on a un certain âge, qu'on est usé, offrir d'autres perspectives et d'autres modalités de travail. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et l'autre point, c'est comment, au fur et à mesure de la carrière, on aide les infirmiers à entretenir leur santé. Il n'y a pas pire qu'un infirmier pour prendre soin de sa santé, qui s'oublie, qui ne veut pas aller se soigner, qui râle. Je côtoie assez d'infirmiers pour m'en rendre compte quand je dis: «Non mais là, il faut aller se soigner». Non, le stress, je vais pas parler de ça aussi, on parlait du turnover. Quand vous avez, des personnes qui sont régulièrement en arrêt et qu'on appelle toujours les mêmes pour remplacer. Mmh. Que bizarrement la personne est en arrêt le samedi parce que c'est un peu moins payé, mais ira bien le dimanche et donc on vous appelle pour remplacer le samedi. Ça, c'est des choses dramatiques aussi. Donc comment on prend tout en compte? Donc si demain on veut que les infirmiers soient moins je veux dire en invalidité et ne perdent pas autant de durée de vie, c'est il faut revoir de façon globale la façon de travailler, et pas juste faire des petites fiches, des petites affiches en disant, «Prenez soin de vous, ça va aller mieux», marche pas. La loi sur les violences, faites provoque encore une fois, c'est un raté complet, la loi sur les violences. C'est un raté complet. C'est une loi qui redit ce qui était déjà possible, qui va donner des peines un petit peu plus hautes, mais c'était déjà possible, qui permet à l'établissement de porter plainte à la place de l'infirmier pour pas que son nom apparaisse. C'était déjà possible. Moi, je l'ai fait toute ma vie. Si vraiment on voulait faire une loi sur les violences, si vraiment on voulait faire une loi sur les violences, il fallait faire quelque chose de plus fort et qui aussi prenne en compte totalement
je dirais, la prise en charge financière des conséquences de la violence et ce qu'on ne fait pas. Est-ce que tu vois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut se dire que, les structures, qu'on soit médico-sociales, hospitalières, privées, publiques, doivent dès aujourd'hui commencer à revoir leur organisation? Elles auraient déjà dû commencer il y a 5 ans. Voilà. Elles sont en retard. Toutes les structures sont en retard. Toutes les structures sont en retard, donc elles doivent reprendre totalement leur organisation, voir comment elles vont faire, innover, avancer et changer les choses, et de façon extrêmement rapide. C'est une réforme majeure. Elles auraient dû le revoir déjà parce que les infirmiers n'en peuvent plus de leur métier et partent et quittent. Moi, je me souviens toujours d'un moment, un warning qu'on avait fait, c'était en 2020. On avait dit: «Attention, on avait 13% des infirmiers qui étaient certains d'arrêter le travail». Et rien que là, c'était même pas on pense, on est certain. Et c'est pas on change de façon de faire. On est à l'hôpital, on va en libéral. Non, ça a été on arrête. Alors qu'on a un diplôme et alors qu'on aime notre métier. Donc elles auraient déjà dû réfléchir à ce moment-là. Donc aujourd'hui, il faut complètement révolutionner la façon de travailler, complètement révolutionner en fait ce que les gens veulent, l'hôpital. Quand je dis plus d'entreprises, c'est pas plus d'entreprises productivité. Ce qu'elles veulent, c'est un bon CE, une bonne prise en charge, être traité comme on traiterait tout employé, parce qu'aujourd'hui les gens dans la santé sont traités moins bien que les employés classiques. Avoir accès à, je dirais, quelques petits bonus comme certaines entreprises ont. Parfois aussi, pourquoi aujourd'hui on n'a pas une politique, on a des petits salaires dans la santé. Si tu bosses à la PHP en tant qu'infirmier, au cœur de Paris, tu peux pas habiter dans Paris. T'as pas le salaire pour habiter dans Paris. Donc effectivement, la PHP a des logements qui peuvent être débloquables. Donc comment demain, on peut avoir des logements à prix réduit pour les soignants, pour qu'ils puissent habiter dans un cadre intéressant, pas loin de leur lieu d'exercice. Aujourd'hui, tu vas être vraiment dans des endroits où le soignant ne peut pas se payer pour habiter à côté. Il va faire 1 heure de trajet pour aller bosser, à des horaires très compliqués et très durs. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et donc cette révolution, elle doit arriver et elle doit pas être que sur le papier en disant je veux attirer des infirmiers, je fais une jolie photo en disant qu'on est super cool et qu'on est super sympa. Je fais des annonces en disant que la santé mentale des soignants, c'est la priorité. OK, si la santé mentale des soignants, c'est la priorité, c'est quoi concrètement que tu donnes? Parce que moi, souvent, on me dit comment améliorer la santé mentale des soignants? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il leur faut des consultations pour aller mieux? Il faut tout réformer, en fait. Il faut avoir des ratios, il faut leur donner les moyens d'exercer de façon positive, il faut que les personnes ne se cassent plus le dos à travailler, du temps auprès du patient, une charge administrative moindre et un meilleur salaire. À un moment, on va arrêter de tourner autour du pot. Tant qu'on payera pas mieux les gens se désespéreront parce que vous bossez, vous aimez votre travail, à la fin d'année, vous avez un salaire qui est déplorable, vous pouvez pas être heureux. Et le salaire ne fait pas tout. Souvent, on me dit: «Le salaire ne fait Mmh. pas tout, on peut être heureux sans le salaire». Alors oui, mais un bon salaire, ça aide quand même. Voilà, hein, à la fin de l'année, ça aide pour faire quelques petits voyages, ça aide pour avoir, un bel appart, pour avoir une voiture, pour avoir, moi je suis un grand fan, de mangas, ça se voit derrière, de mangas ou de PlayStation, donc voilà, d'avoir des choses très sympathiques. La réalité, c'est que le salaire, ça aide et que les loisirs à côté, ça aide. Donc c'est tout qu'il faut réformer. Et tant qu'on fera pas ça, on pourra faire autant de causes nationales sur la santé mentale des soignants, on n'arrivera à rien. C'est vraiment je dirais c'est de la com. Il faut arrêter la com. Il faut arrêter la communication, il faut être dans le concret. Est-ce que cette réforme, elle a été inspirée d'exemples européens ou peut-être internationaux? Moi, je pense, peut-être au Canada, à l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Suède, la Norvège, ils sont souvent précurseurs, hein, les pays nordiques. Est-ce qu'on est plutôt en avance, on est plutôt en rattrapage? Même si je sais déjà ta réponse avant même, de la connaître. On a 20 ans de retard. On a 20 ans de retard. Je vais citer encore un truc, je te provoque. Alors je le suis encore plus parce que cette grève actuellement des médecins libéraux, je la trouve particulièrement déplacée et illégitime, je le dis clairement. À un moment où, les infirmières étaient en train de renégocier leur évolution, financière, eux, ils font une grève pour ce point-là, en pleine pandémie grippale, laissant, l'hôpital public pallier, le fait qu'ils prennent pas leurs patients. Donc ça, c'est le première bastos. Je dirais, voilà, mais je tiens à le dire. Et derrière, on a 20 ans de retard parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'il y a eu des blocages de ces syndicats, de médecins libéraux qui n'ont jamais, voulu avancer. Il y a eu un jour un CP de France Asso Santé, je tiens à saluer Gérard Raymond pour avoir fait ça,
qui disait les syndicats de médecins libéraux faisaient de l'obstruction à l'accès aux soins. C'est une réalité. Ils ont bloqué les choses. Il y avait le maire pharmacien d'une petite ville qui est une très belle ville, qui s'appelle la ville d'Oz, qui est Michel Gabas, il est à la fois maire et pharmacien, c'est un profil intéressant. Il disait que les syndicats de médecins libéraux ont du sang sur les mains. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que le retard d'avoir permis ces accès aux soins, il y a des gens qui n'ont pas pu être pris en charge à cause de ça. Donc on a 20 ans de retard. Le Canada l'a fait depuis des années, ça se passe extrêmement bien. Énormément d'autres pays l'ont fait et ça se passe extrêmement bien. Très, très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a quand même, je tiens à le dire, hein, pas mal d'infirmiers français qui partent s'expatrier dans ces pays, hein. Oui, Donc c'est un vrai signal aussi. quand on leur pose la question: «Pourquoi vous êtes partis?» Ils disent: «Beh, je peux enfin faire mon métier convenablement». Donc c'est pour ça, donc je provoque quand je dis, ils ont du sang sur les mains parce qu'ils ont tué personne. Mais le retard de ces réformes a clairement été une perte de chance pour certaines personnes. Que ce soit autant pour les patients que pour les infirmiers. Mais tu vois, je vais me faire l'avocat du diable parce que moi, je me dis, est-ce que finalement, ce n'est pas juste encore une profession de santé qui milite aussi pour avoir des bonnes conditions d'exercice, pour avoir une bonne rémunération? En fait, est-ce qu'on n'en est pas aujourd'hui au point où on est dans une société peut-être un petit peu égoïste et que bah, chaque profession va tirer un peu la couverture à soi en disant non, c'est moi qui ai la plus défavorable condition, ah non, c'est moi. Euh, c'est difficile peut-être d'être critique sur les médecins libéraux qui peut-être eux aussi ont toute légitimité à se dire que leur condition d'exercice, elle n'est pas optimale aujourd'hui. Alors, aucune condition d'exercice au niveau de la santé en France est optimale. Déjà, on va être clair et oui, il y a des raisons, pas celles invoquées là, mais il y a des raisons de se plaindre aussi pour les médecins, et pour les syndicats de médecins libéraux. J'ai tendance à un petit peu plus plaindre les médecins à l'hôpital public parce qu'ils sont sous-payés et parce qu'ils ont des conditions assez déplorables dans souvent des locaux qui sont un peu catastrophiques. Mais il faut de toute façon une réforme globale de la santé. Il faut une revalorisation globale et une façon de faire différemment. Et au fond, je plains les médecins traitants porte d'entrée. Parce qu'en fait, on a pris la médecine générale, qui est une médecine importante, et on en a fait le bouc émissaire du trou de la sécu. En disant, ben voilà, vous allez être le garant et le bouc émissaire. On leur a dit, vous allez vous contrôler le fait que le patient ne surconsomme pas. Et c'est pour ça que c'est le péché original, et on en revient là. Le médecin généraliste, il n'est pas là pour dire au patient: «Tu consommes trop, tu fais dépenser trop de la sécu». C'est pas à lui de gérer les comptes de la sécurité sociale. Et en fait, on a perverti l'exercice, alors que la médecine générale, quand elle est bien faite, elle est magnifique. Elle est incroyable et elle apporte énormément de bien aux patients. Mais derrière, on l'a mis comme gestionnaire comptable et c'est pas son métier. Il faut que le médecin généraliste, il puisse avoir le temps et un financement bon. Alors, pareil, on dit, la consulte à 30 €, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Moi, je vais pas dire que c'est trop cher ou c'est pas assez cher, je vais dire: «Quel est le temps passé auprès du patient?» Et je vais redire ça. C'est pour ça que moi, je suis un peu contre ça. Parce que quand vous allez voir un médecin généraliste, que vous payez 30 €, qui vous garde 30 minutes, plus pour certains. Moi, j'en ai un qui est très bavard, donc il me garde beaucoup. Il me pose plein de questions juridiques en plus, voilà, donc on discute. J'ai un très bon médecin généraliste. Donc ça vaut le coup. Et quand votre médecin généraliste, comme souvent on me rapporte, prenne 30 balles pour 6 minutes, et pour dire, et comme c'était le cas, je suis quelqu'un qui est plutôt en surpoids, ou mon ancien médecin généraliste, c'était: «Bon», il me voyait: «Vous avez telle douleur, c'est votre poids, amaigrissez, terminé, 6 minutes, 30 balles». Bon, à l'époque, 25 balles. Donc ça va pas. Donc en fait, encore une fois, c'est ce qui a dévalué, ce qui fait qu'aujourd'hui on dit: «Mais en fait, 30 balles, c'est trop cher pour ce c'est qu'en fait, finalement, la consulte, 6 minutes, ça va pas. Mais parce qu'aussi on n'a pas une rémunération comme il faut d'une consulte longue. Si on prend par exemple un interniste qui va avoir une consulte payée plus, c'est une consulte qui peut durer 1 heure. Donc en fait, c'est tout ce problème-là, et c'est le problème pénurie médicale, pénurie soignante, qui est à revoir et qui fait que. Et la loi infirmière, elle arrive en rabattant toutes les cartes et en disant: «Voilà, aujourd'hui, voilà la place de l'infirmier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut tout réformer. Faut réformer tout le reste. Et derrière, la loi infirmière, moi, je l'ai soutenue parce qu'en fait, c'était une loi d'accès aux soins pour les patients. Et en fait, le marqueur, quand on dit: «Ah, il faut que», quand moi j'entends le médecin généraliste, il doit être au centre du village, il doit être au centre de la il doit être au centre du système de santé, c'est faux. Celui qui est au centre, c'est le patient. Ce n'est jamais un professionnel. Et aujourd'hui, chacun a sa place tout autour pour permettre au patient d'avoir son libre choix. Donc
Elle est légitime, cette loi, mais elle est aussi légitime parce qu'elle va entraîner les réformes nécessaires de toutes les autres professions. Il est grand temps, on a trop attendu. Justement, on parle, tu vois, des autres professions. Bon, on parle parce qu'il y a aussi dans quelques jours, cette grève des médecins libéraux. Et d'ailleurs, je serais ravie, tu vois, d'avoir un médecin libéral à ce micro qui pourrait nous expliquer aussi les raisons de cette grève. Je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, d'avoir un peu cette vision peut-être autre et peut-être mieux comprendre. Mais est-ce que, tu vois, cette réforme, je pense à nos amis kinés, je pense à nos amis sages-femmes, qui font des métiers qui sont extrêmement compliqués aussi et qui ont vraiment une demande de revalorisation. Je pense aussi au mouvement massif qu'il y a eu des pharmaciens, récemment. Heu, Est-ce qu'il y aura, à ton avis, suite à cette réforme, d'autres réformes, notamment peut-être sur les formations de ces professions qui va, peut-être en découler? Alors oui, je le pense sincèrement et je pense que, alors il y a déjà des petites évolutions qui commencent à arriver, notamment je pense je pense en fait aux pharmaciens qui ont de plus en plus d'accès et c'est pour ça que, encore une fois, je parle, les infirmiers vont m'en vouloir quand je vais dire que les pharmaciens qui vaccinent, les infirmiers libéraux vont me dire: «C'est pas normal». Tout ce qui va être de l'évolution pour de l'accès aux soins pour les patients est une bonne chose. Donc, je suis en désaccord avec mes amis infirmiers, mais c'est une bonne chose. Il y a la profession de kiné qui attend sa réforme. Moi, je pense notamment au syndicat Alizé et son président François Randazzo qui porte ça depuis des années, d'avoir un accès direct au kiné. Tu as mal au dos, tu arrives et tu dis: «Bon, ben je vais prendre rendez-vous chez un kiné. Ah, il faut que je passe par mon médecin généraliste. Ah, beh, j'ai 1 mois d'attente, 1 mois et demi d'attente». Le mal, il s'installe. Le kiné, il aurait pu faire des choses. C'est un clinicien, le kiné. Donc effectivement, il faut revoir tout ça. Il faut changer les choses et ça va arriver. Mais, on est dans une instabilité politique grande qui fait qu'aujourd'hui personne ne peut déployer une vraie politique d'envergure, mais il faut pousser et moi j'espère que toutes les professions en santé comme les infirmiers vont avoir cette notion politique qui va leur permettre d'avoir des avancées. Moi j'espère énormément en l'évolution des kinés. Je pense que ça va changer la vie, de beaucoup de monde et j'espère énormément en la continuité de l'évolution des pharmaciens. Les pharmaciens, on va être clair, allez, je vais être provoque contre les infirmiers un petit peu, comme ça je vais me faire que des ennemis aujourd'hui. Pendant la vaccination Covid, je moi je bossais chez les infirmiers, donc je me dis quand même, je vais me faire vacciner par un infirmier. On va être corporate. J'ai pas trouvé un seul infirmier qui voulait me vacciner, qui avait la possibilité, j'étais pas dans ses patients, il ne voulait pas. Bah, je suis allé chez le pharmacien et j'ai été vacciné. Le pharmacien, tout le monde identifie une pharmacie. Tout le monde voit, où est-ce qu'on a une pharmacie. Les pharmaciens connaissent les patients qui viennent. Alors, il faut des garde-fous, parce qu'effectivement, ils sont à la fois, ils stockent et ils peuvent distribuer. Et s'ils prescrivent, il faut qu'il y ait des garde-fous. Mais en fait, ils sont totalement à même de donner des conseils, ils sont totalement à même de délivrer certaines prescriptions sans aucun problème. Et ça va révolutionner aussi l'accès aux soins. Une pharmacie, c'est aussi un acteur de territoire. C'est un acteur qui fait vivre sa commune. Voilà, je repense encore à Michel Gabas. Il est maire et pharmacien. Il est un acteur économique de sa commune et c'est plutôt une belle chose. C'est pour ça, encore une fois, que je dis, on s'est trompé sur l'accès, sur l'accès unique par le médecin traitant et je pense qu'on a fait beaucoup de mal à la médecine générale, je le redis, en faisant ça. Si on révolutionne tout ça, j'espère que ça va donner du temps et il faudra changer par contre les financements pour que le médecin généraliste ait une rémunération adéquate, pour qu'il puisse prendre le temps effectivement de déployer tout son savoir au service du patient. Donc il faut tout réformer. En gros, pour conclure un peu cet épisode, c'est pas gagné. Non. C'est-à-dire qu'on est aux prémices. Ce décret, il est sorti, mais finalement, il va y avoir encore beaucoup d'attentes, encore de tous les professionnels. Heu, Aujourd'hui, on peut être sûr de rien. Alors, on ne sera jamais sûr de rien parce que, heu, comme pour, les acquis des droits des femmes qui peuvent être remis et je le fais en parallèle d'une profession, comme la profession infirmière féminine, qui peuvent être remis en cause par n'importe quel, gouvernement autoritaire. Ce qui peut arriver sur les infirmiers, c'est de demain, être et on a vu des amendements très péjoratifs avec des mots très durs sur la profession et notamment parce qu'elle est féminisée. Ça peut arriver, ça on peut revenir, en arrière. C'est pour ça qu'il faut saluer le travail aujourd'hui de Stéphanie Rist, heu, qui, heu, qui est un médecin, et qui pourtant porte l'évolution infirmière et qui, paye, un très lourd tribut, qui se fait, insulter régulièrement, menacer, c'est inadmissible. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec un élu de la République, on menace pas un élu de la République.
Donc on est sur la profession infirmière, rien n'est fait. La loi est passée, c'est une étape. Le premier décret est une étape, on est à 20% du chemin. 20% du chemin. Et derrière, le chemin peut repartir en sens inverse. C'est pour ça qu'il faudra vraiment interroger les partis sur ce qu'ils veulent sur les infirmiers. Et rien n'est fait pour la France. Je vais faire un petit peu de, je vais faire un peu mon gaulliste. La France, rien n'est fait pour la France. Aujourd'hui, notre système de santé n'est plus dans les premiers du monde. Il s'effondre. Il s'effondre, il ne tient plus. Il a tenu par le sacrifice des soignants. C'est tout. Si les soignants ne s'étaient pas sacrifiés pour le tenir dans des conditions indignes, il serait tombé depuis longtemps. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment la France arrive à revenir à bon niveau là-dessus. Moi, je crois en la sécurité sociale. Je crois en cette vertu-là. Je crois en la promesse de la France, d'un État solidaire qui va dire on va soigner tout le monde, quoi qu'il arrive. Et ceux qui aujourd'hui disent la sécurité sociale, c'est passé, on ne peut plus soigner tout le monde comme on veut, se trompent dans l'héritage que veut donner la France au monde. C'est est-ce qu'on doit regarder les pays qui ont des systèmes de santé horribles ou est-ce qu'on doit avancer? La question, c'est comment on la finance? Est-ce que aujourd'hui les entrées d'argent sont bonnes? Comment on dépense? Est-ce que les dépenses sont bonnes? C'est-à-dire, est-ce qu'on paye le bon soin au bon prix à la bonne personne? Moi, je fais souvent cet humour-là. C'est quand j'ai une piqûre qui est faite par un médecin qui est payé plus cher par la Sécu que pour un infirmier pour le même acte, je me dis c'est pas normal. Qu'est-ce que moi je suis consommateur, alors ça va énerver tout le monde si je dis je suis consommateur du soin, mais je suis consommateur. Qu'est-ce que le médecin me fait en plus pour que ça justifie que ça coûte plus cher? Il me sert un café, il me fait un tour de magie? Non, rien. Donc ça ne le justifie pas. Donc pourquoi aujourd'hui? Alors on va dire oui, mais parce que c'est une profession, elle a été plus formée, donc elle mérite d'être plus payée. Mais non, peut-être qu'en fait il faut pas qu'elle fasse cet acte. S'il y en a qui doit être fait par une autre profession à un prix plus raisonnable. Donc comment on finance cette sécurité sociale? Comment on revalorise l'ensemble de nos soignants? Toujours avec ce prix-là, comment on se rend compte qu'aujourd'hui, la santé, c'est une richesse, c'est pas une dépense, et comment on a investi massivement dans la santé et dans la recherche. La France a fait des dons à l'humanité extraordinaires sur la recherche soignante. C'est le pays de Pasteur, mais quand même le pays de Pasteur. Donc aujourd'hui, on a des pays qui ont des moyens financiers qui sont pas les nôtres, qui disent on va retourner sur la Lune, on va aller sur Mars, et on peut pas faire. Est-ce que nous, demain, la France ne doit pas être le pays qui va dire on vaincra le sida, on vaincra le cancer, on fera la meilleure prise en charge possible et inimaginable? Ça, j'y crois, mais on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on est prêt à enfin envisager la santé comme une richesse? C'est là où on arrivera à soigner, guérir tout le monde, dont le système de santé et les soignants. Elle dirait quoi, Virginie Anderson, si elle nous écoutait aujourd'hui? De pas lâcher. Je trouve que cette conclusion est parfaite, Grégory. Grégory, on a une petite question rituelle dans ce podcast. Ouais. C'est, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour un prochain épisode? Cet invité, il peut être un professionnel de santé, il peut être un entrepreneur, en tout cas quelqu'un qui gravite autour du système et qui aurait en tout cas toute sa place à ce micro. Alors j'en ai plein à te proposer. C'est Euh, dur de faire le choix. J'en ai. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est des gens, les municipales arrivent, donc qui sont maires et impliqués. Donc, si tu veux, je peux te passer effectivement le numéro du pharmacien dont je te parlais, Michel Gabaz, qui est maire et pharmacien. Si tu as besoin, moi, je suis en lien avec le docteur Barrière, qui est un des docteurs. On s'engueule souvent, mais on s'aime bien, qui est un des médecins qui fait la grève. Ça aussi, je peux te mettre en lien sans trop de soucis. Je peux lui demander. Alors, on se parle par MP de Twitter, mais je peux lui demander son mail et pour que tu puisses le contacter. Mais on s'entend bien. On s'entend bien, on échange régulièrement. On n'est Il pas faut du tout d'accord. préciser que, voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas bien s'entendre. Ah oui, Et oui. ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi de respecter. Je trouve que c'est très difficile actuellement en France, tu vois, d'avoir un avis et de pas se faire torpiller parce qu'on n'est pas d'accord avec telle personne. C'est C'est quand même. quelqu'un que j'estime beaucoup, comme le docteur Marty, hein, avec qui en plus, bon, il est d'Occitanie, donc je ne peux que l'aimer. On n'est pas du tout d'accord, mais j'ai un profond respect pour lui. Donc oui, effectivement, ça, je peux. Voilà, toi, qu'est-ce que tu as envie pour tes prochains, parce que Moi, c'est un chien. écoute, la question de l'actualité, je trouve qu'elle est brûlante actuellement pour la santé et c'est le cas depuis quelques mois, je trouve en tout cas. Tu vois, j'aurais enregistré l'année dernière, j'aurais peut-être pas dit qu'il y avait une actualité si brûlante. Je trouve que là, entre le mouvement de grève des pharmaciens, des médecins libéraux, la réforme infirmière, toute la question de la fidélisation et de l'attractivité dans la santé, c'est un vrai enjeu aujourd'hui et moi, en tout cas,
à mon petit niveau, même si je sais qu'il faut plus dire petit parce que c'est important aussi de valoriser ce qu'on fait, mais c'est important aussi de pouvoir mettre en lumière et donner à la parole à des personnes qui peut-être, voilà, n'auraient pas une place ailleurs. OK. Et je pense que c'est vraiment important, voilà, aujourd'hui de faire parler le terrain. Donc écoute, moi, effectivement, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est, heu, les élus de la République en municipalité ont été très marqués par le Covid. Très, très, très marqués. Parce qu'en fait, en fait, plus personne ne répondait et heu et heu et en fait, les soignants sont allés voir leurs élus. Donc ça, effectivement, moi, je trouve ça intéressant parce que on a la vision du politique en disant: «Ah, le politique, heu, il entre guillemets, il se gave et tout ça». Non, c'est très dur. C'est honnêtement, il a jamais été aussi dur actuellement de faire de la politique. Moi, j'ai beaucoup d'amis en politique qui souffrent énormément. La pénibilité du maire, surtout quand c'est une petite ville, voilà, Mmh. c'est très compliqué. Donc je trouve qu'effectivement le profil maire et pharmacien, c'est-à-dire il fait maire il est de garde en pharmacie le soir. Je trouve ça rigolo, voilà, et intéressant. Eh ben, c'est noté. Voilà. Grégory, merci. Merci vraiment pour ta franchise, pour ta réactivité aussi parce qu'on s'est parlé il y a quelques jours. Je t'ai dit que je voulais vraiment faire un épisode là-dessus et je sais que tu as un emploi du temps chargé, mais pour autant, bah, tu t'es libéré très rapidement et je te remercie pour ça parce que c'est pas, voilà, c'est pas courant en tout cas d'avoir autant de réactivité. Merci aussi pour ton éclairage. Je pense que c'est un épisode, qui sera intéressant aussi pour toutes les professions de santé et pas que les infirmiers, de comprendre, voilà, tous les enjeux actuels. Et puis moi, j'ai envie de te dire, on se reparle dans 1 an et puis on décortique les nouveaux décrets qui sont sortis, puis on espère qu'ils seront bons pour toutes Avec les joie. professions de santé. Merci Grégory, à très bientôt. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.